Madame, Monsieur, il ne reste que quelques jours avant le 31 décembre minuit pour tenter de réduire totalement le retard pris dans la campagne de dons pour 2025. Et c'est loin d'être gagné au moment où je m'adresse à vous. C'est maintenant que tout se joue pour TVL. Emporter l'adhésion de nos téléspectateurs, emporter votre adhésion ou se retrouver dans les prochains mois avec une mire annonçant l'arrêt des programmes de la chaîne, car tel est l'enjeu. Notre modèle économique, le don, est le garant de notre totale indépendance. Il est difficile et exigeant puisque sans l'aide financière des téléspectateurs, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et il est souvent véhément parce qu'il est vital. Mais notre certitude, notre conviction est que tout cela ne peut pas s'arrêter. Ce serait 11 années de combat pour rien. Alors, aidez TVL. Mobilisez-vous, mobilisez vos proches. Aidez TVL parce que notre mission de service public se résume en une seule phrase, la liberté à tout prix. Alors mes chers amis, c'est la fin de l'année, nous approchons de Noël, c'est le moment de faire un point sur nos conversations en redisant une fois encore que ce sont des conversations, ce qui n'est pas du tout une interview, un entretien, ni même un débat, c'est une conversation et chacun parle à peu près autant que l'autre. Je parle tout de même moins que mes invités. Bon, donc cessez, je vous en prie, de me dire que l'intervieweur intervient souvent. C'est un autre genre. Si on veut des interviews, on a tout ce qu'il faut et on peut ne pas suivre ces conversations si le genre paraît pénible, mais c'est un genre à soi seul. D'ailleurs, la conversation, c'est un art français qu'il ne faut pas perdre. Voilà. Je voudrais redonner du sens à ce qui a été tellement profané cette année, ici même, par la cérémonie d'ouverture des Jeux, tout cet ensemble au milieu duquel nous sommes, qui commence par Notre-Dame, elle-même d'ailleurs profanée il y a quelques jours, par une cérémonie tout aussi indécente, obscène, en dehors de sa scène, je dirais, puisque la cérémonie n'avait rien de catholique et de chrétien ni de religieux, aucun lien avec la foi, la transcendance, le recueillement et la prière, mais passons. La Sainte-Chapelle, la conciergerie qui a été aussi profanée avec cette image affreuse de Marie-Antoinette portant sa propre tête et chantant à tue-tête, le Pont des Arts, l'Institut de France, soi-disant la défense de la langue française, ont aussi été profanés. Et vous savez comment marchent les religions, car au fond c'est une espèce de religion transhumaniste, transprogressiste, technoprogressiste qui s'installe à la place de notre vieille civilisation. Les nouvelles civilisations s'imposent sur les lieux des anciennes pour en détourner le sens, pour les priver de leur sens. Ce qui s'est passé d'ailleurs à Notre-Dame, où la cérémonie de réouverture était tout sauf une cérémonie catholique. Il a fallu créer un nouveau sens, une sorte de lido que l'on a créé à la place d'une cathédrale pour la profaner. Il n'y a pas d'autre mot que le mot profanation. Et ça a été la grande œuvre cette année 2024 du président Macron, qui s'est bien gardé d'ailleurs, lui, alors qu'on a illustré le Louvre, le musée d'Orsay, la Légion d'honneur, la Concorde, le Trocadéro, qui s'est bien gardé, lui, de toucher à l'Élysée, parce que l'Élysée n'a justement pas de sens sacré. C'est en fait une maison, un palais pour cocotte de luxe, et il en refait d'ailleurs un palais pour cocotte de luxe. Donc nous sommes ici au cœur d'un Paris qui a du sens, auquel il faut redonner du sens. Et c'est l'objet justement de, je crois, tout ce que fait TVL et tout ce que font en tous les cas ces conversations qui arrivent à peu près à la soixantaine. Nous allons voir tout à l'heure une conversation avec Régis Le Sommier qui illustre ce que peut faire une élite, une véritable élite, une élite journalistique qui a pour but d'abord de servir son pays et selon les termes les plus traditionnels d'ailleurs du service.
Il illustre ce qu'avait illustré auparavant notre conversation avec le prince Pierre Cheremetiev, un prince au service de la Russie et de la France, et ce qu'avait aussi illustré le comte de Paris avec qui nous avons eu 2 conversations. Ce sont des personnages choisis parce qu'ils incarnent des légitimités non démocratiques. On sait dans quel état est notre pauvre pays aujourd'hui. On est entre 2 gouvernements, on ne sait pas si on a un gouvernement, un président de la République, on ne sait pas s'il y a une République. Bref, tous les mécanismes démocratiques sont grippés. On ne sait même pas s'il y a encore un peuple français. Mais en revanche, il existe pour tenir notre civilisation des institutions légitimes et qui ne sont pas nécessairement démocratiques. Aristocratiques, on l'a vu avec le prince Cheremetiev, monarchique, on l'a vu avec le comte de Paris. Il y a aussi les légitimités tout simplement de la science et des arts. Il y a un peu plus loin le musée d'Orsay, je le disais, ainsi que le Grand Palais. Il y a le Louvre. Il y a dans un pays comme le nôtre toutes sortes de piliers qui restent debout et que nous voulons illustrer car ils ont constitué au fil des siècles une civilisation qui est la nôtre et que l'on ne doit pas bafouer. À propos des conversations avec le comte de Paris, je dois ajouter un petit mea culpa. Le tournage ne s'est pas très bien fait parce que le prince n'était pas installé à sa place. Nous avons interverti nos fauteuils, nous avons parlé, j'en demande bien pardon, je l'ai déjà fait par téléphone à Gérard Leclerc, d'un philosophe Gérard Leclerc. On a montré par erreur à l'écran un petit journaliste du même nom, qui d'ailleurs est disparu depuis. Il y a eu quelques ratés, mais c'est ainsi que nous travaillons dans ces conversations. Vous avez compris, elles sont informelles. L'essentiel est de restituer du sens. Et si nous sommes ici, peut-être que nous referons des petits points de temps en temps, c'est que nous voulons redonner du sens à la France qui ne s'absorbe pas dans le charivari démocratique qui pourrait l'emporter très loin, mais qui a cependant, heureusement, des piliers qui tiennent debout. Et ce que j'ai appelé les légitimités non démocratiques, ce sont les légitimités de l'esprit, du travail, du sang, pourquoi pas, du service, de l'aristocratie, de la noblesse. Et c'est encore une noblesse, très certainement, qui nous manque le plus, une aristocratie qui nous manque le plus, et nous sommes en train de l'instruire au fil de ces conversations. Je vous souhaite un bon Noël. À bientôt. Régis Le Sommier, je suis assez impressionné de vous avoir devant moi, parce que vous avez un côté océanique, et je me demande comment je vais traverser cet océan que vous êtes, parce que quand on plonge un peu dans votre vie, ça part un peu dans tous les sens, avec une espèce d'énergie terrible. Il y a ce que l'on connaît de vous, et bien des choses que l'on ne connaît pas. Alors, on connaît le grand reporter, ancien directeur adjoint de Paris Match, créateur d'Omerta, qui va sur le terrain, que l'on voit attifé comme un soldat ici ou là, qui a rencontré beaucoup de responsables ukrainiens, parce que vous avez été longtemps du côté ukrainien, ensuite du côté russe, et beaucoup de responsables d'un autre conflit dont on se demande de plus en plus s'il est très différent, alors qu'il est lié de tous les côtés, c'est-à-dire les affaires du Proche-Orient. Alors là, vous avez rencontré tout le monde, alors c'est incroyable. Peut-être de tous pas les tout côtés. le monde, mais bon. Tout le monde, c'est pas possible, parce qu'il y a des acteurs ça fourmille. Mais au moins Assad, par exemple. Et évidemment, ça fait des mois que je cours après vous, et je ne pensais pas que nous nous rencontrions quelques jours après la prise de Alep d'abord et de Damas. Ça tombe bien, ne parlons pas que de cela, mais tout de même, on peut commencer par ça. Si je vous pose une question très piégeuse, aujourd'hui, jeudi 12 décembre, où en sommes-nous en Syrie? Parce que les incertitudes vont de tous les côtés, mais est-ce qu'il y a au milieu des incertitudes une ligne qui se dessine?
La ligne qui se dessine, me semble-t-il, c'est que... alors, il y a encore des mystères autour de ce qui s'est passé, notamment la quasi-absence de combat ou de résistance de la part de l'armée syrienne. Ça, c'est le premier mystère, même si il peut s'expliquer. L'abandon d'Assad, on va dire, par ses alliés traditionnels, en particulier le Hezbollah, l'Iran et la Russie, était venue à son secours en septembre 2015 et qui avait renversé la table à l'époque pour le faire reconquérir. Donc avec les deux autres, le Hezbollah a une importance considérable dans les reconquêtes des villes, en particulier d'Alep, de Palmyre, par l'armée syrienne. Elle a véritablement encadré cette armée syrienne qui était à l'époque pas très combative par certains éléments. Et qui ne l'a pas été davantage. Et qui n'a pas été. Voilà, c'est une armée qui est une armée un peu post-soviétique à la base, mais qui, pour cette période de la guerre, avait été transformée par ses parrains régionaux. Donc cette fois-ci, aucun d'entre eux, à part peut-être la Russie au début, au moment de la chute d'Alep, la Russie a commencé à bombarder avec son aviation des convois de Hayat Tahrir al-Sham, donc du groupe, et des djihadistes et des supplétifs pro-turcs qui étaient dans cette opération. Mais c'est pas allé très loin et il semble que il y ait eu une sorte d'épopée, de blitzkrieg absolument incroyable, orchestrée par... On a l'impression que tout le monde s'était mis d'accord, non? Alors ça, oui, il y a la Turquie, réunion... la Russie, l'Iran, le Qatar dans un coin, bien sûr. Et ils après, étaient tous d'accord pour laisser tomber Assad. Au moment de la chute d'Hama, oui, c'est clair que à Doha se déroule une réunion entre les Turcs, les Iraniens, les Russes, et que là, oui, en effet, c'est là où le sort d'Assad va être scellé. Il y a un point d'interrogation qu'on le laisse comme ça dans un coin, c'est les dessous de l'entente entre la Russie et la Turquie, qui, à mon avis, pose bien des questions pour l'avenir. Mais enfin, on ne parle pas non plus tout de suite de ce qui vous a fait connaître, de moi en tous les cas, pardon, mais vous connaissez mal comme journaliste à Paris Match, c'est le courage extraordinaire avec lequel vous êtes allé sur le terrain, comme on dit. Vous êtes un journaliste de terrain, c'est votre marque de fabrique, et c'est la marque de fabrique de Omerta, la chaîne, on peut dire, de réinformation, de documentation et d'investigation que vous avez lancée en 2022. Vous connaissez à peu près tous les dessous des cartes en Ukraine et en Russie, ayant été des deux côtés. Ça, je voudrais que nous y revenions. Mais c'est ce que je disais au début, vous êtes tellement riche que j'ai peur d'escamoter votre vie. Vous avez été longtemps, par exemple, ça doit vous avoir appris beaucoup de choses, correspondant aux États-Unis, mais pas un correspondant lambda. Vous avez réussi à interroger 2 ou 3 fois, je ne sais pas combien, plusieurs chefs d'État, enfin plusieurs présidents américains, je crois Obama, Bush et Obama. Fois, et Bush, pas Trump. Non, pas Trump. Bon, écoutez, ça va venir. Et vous avez été pour Paris Match très longtemps. Alors, vous êtes resté plus de 20 ans, je crois, à Paris Match. 27 ans, exactement. 27 ans. Et en grande moitié de ma vie. En grande partie, aux États-Unis. Vous êtes intéressé à peu près à tout, au point de publier un livre sur l'ouragan Katrina, et d'autres livres. Mais c'est important de connaître les États-Unis quand on se penche sur les conflits du monde, tout en vous intéressant aussi à des choses incongrues, mais sur lesquelles je voudrais qu'on revienne aussi. Vous voyez que le programme est vaste. Vous avez écrit un livre sur Oradour sur Glane, qui m'a beaucoup intéressé, je dois dire. Bien que je ne l'ai pas trouvé. Alors je vais d'autant plus vous interroger sur ce livre que je ne sais pas exactement ce que vous dites. Ce qu'il contient. Bon, alors voilà pour le programme, mais j'ai envie de dire que pour moi, tel que je regarde un peu votre vie, vous êtes et être resté le fils d'un militaire français, très national. Et parlez-nous de votre père. Vous êtes né à Toulon, je crois, bien que de famille en partie bretonne. Complètement bretonne, même. Complètement bretonne, oui, ça ne m'étonne pas, d'ailleurs.
au point de vous être intéressé à la Bretagne et au naufrage d'un navire, le Prestige et les conséquences que ça a. Enfin, diable d'homme, vous avez touché à tout. Mais alors, commençons par vos parents, commençons par Toulon où vous êtes né, et l'ambiance familiale. Alors, parlez-nous un peu de cette enfance. C'est une enfance justement bercée par on va dire le casernement, enfin, c'est-à-dire des changements d'affectation. Mon père a d'abord fait les sous-marins classiques. Alors, il était dans la marine. Hein. Oui, tout à fait. Donc, école navale, ensuite un peu de porte-avions, le tour du monde avec la Jeanne d'Arc, enfin bref, toute l'abécédaire de l'officier, du midship, comme on disait à l'époque, et qui ensuite devient capitaine de corvette, capitaine de frégate, et qui va vraiment être quelqu'un qui bouge beaucoup. À chaque fois, on changeait. Parfois, c'était toujours la même chose. C'était Brest, Lorient, Cherbourg, Toulon, dans l'ordre et dans le désordre. Et parfois, on commençait l'année scolaire à un endroit et on la finissait à un autre. Donc, c'était une enfance où on bougeait beaucoup, qui est encore devenue plus particulière quand mon père a été versé dans les SNLE, c'est-à-dire dans la dissuasion nucléaire, où là, je m'en suis rendu compte après, mais en fait, les familles étaient presque le prolongement de l'équipage. On vivait dans un milieu très clos. On ne voyait même pas de personnes de la marine de surface. C'était les fils et les filles. C'était l'équipage. Et qu'on retrouvait quand on se retrouvait à Cherbourg. D'ailleurs, mes parents souvent prenaient l'appartement d'un sous-marinier qui était parti. On succède. Il y avait une sorte de cooptation. Et ce qui était incroyable, c'est que c'était ce monde aussi, ce monde du silence, parce que ma mère m'a raconté quand j'ai un peu écrit sur mon père au moment j'ai écrit un portrait de mon père dans un de mes livres. Je suis parti, elle était très très âgée déjà, et je lui ai demandé mais comment ça se passait les communications, parce que je sais qu'elle m'avait dit que qu'il y avait le droit à 40 mots tous les 2 semaines. Mon père partait 2 mois et demi sous l'eau. Et donc, quand ma mère, qui était avec ma sœur, mon frère et moi, il y avait 40 mots qui étaient échangés. Et en fait, ma mère m'a raconté, on devait, comme tous ces mots évidemment étaient relus par la marine avant d'être envoyés, parce qu'il fallait pas qu'il y ait de stress. S'il y a eu un décès, fallait pas en parler. S'il y a eu, une mauvaise nouvelle, fallait éviter les jeux, les tues. Allons bien, les enfants t'embrassent, une sorte de condensé de 40 mots, et j'avais compris qu'il y avait une sorte d'échange comme ça qui faisait, et ma maman m'a dit, mais non, ton père ne répondait pas, il recevait le mot, mais il ne répondait pas. C'est-à-dire que pendant 2 mois et demi, on n'avait aucune nouvelle. Oui. Et il y avait quand même entre les femmes de sous-mariniers un petit truc pour contourner le silence de la Marine nationale, c'est qu'il y avait un équipage rouge et un équipage bleu qui alternaient dans la conduite du sous-marin. Et quand... certains rentraient. Voilà, donc elle appelait ses copines de l'équipage rouge, et quand elle savait que leur bonhomme était en train de se préparer, ça voulait dire que mon père allait revenir. Mais jamais elle ne savait exactement quand il allait revenir. Je vous dis, l'arbre de Noël, c'était simple. On prenait une barcasse et on arrivait donc à l'île Longue. On traversait des rideaux de barbelés avec, je me souviens, des fusiliers marins commandos avec des chiens qui patrouillaient autour. Tout ça pour l'arbre de Noël ? Tout ça pour l'arbre de Noël. Et l'arbre de Noël, on était enfermés dans un hangar. Il y avait un matelot du bord qui s'habillait en Père Noël, qui nous donnait nos cadeaux. Et ensuite, on repartait à Brest, quoi. Ça c'était l'arbre de Noël. Donc c'était une enfance particulière. Il y avait un peu d'idéologie chez votre père. Il n'avait pas le droit de s'exprimer, de faire de la politique, mais très national. Mon père était... Comme vous l'êtes, on peut dire. Vous êtes très patriote. Oui, mon père était patriote. C'est déjà un signe distinctif parmi les journalistes. Mais je crois que c'était plus que le patriotisme, mon père m'a appris une sorte de rigueur. Alors, on a tous des imperfections, on n'est pas... mais au moins d'essayer d'avoir un comportement logique et un certain nombre de valeurs, voilà. Et bon, malheureusement, j'ai vu aussi beaucoup de gens
s'asseoir sur leurs valeurs dans ma vie. Moi, j'ai essayé de rester un peu, dans cette ligne-là, sans donner de leçons à personne. Mais voilà, c'est des principes de vie qui me semblent. Voilà, il y a la religion, il y a et ça me paraît fondamental. La religion aussi. Oui, bien sûr, le catholicisme qui était complètement chevillé au corps. On était bretons, si vous voulez. Qu'est-ce que quand vous êtes breton, militaire, on est un catholique. package, hein, vous êtes resté breton militaire et catholique. Ah oui, ça vient avec. Parce qu'on verra que vous êtes aussi colonel dans la réserve, plus ou moins. Enfin, il y a toute une histoire. Ça, je m'en fiche complètement. C'est pas. Oui. Enfin, c'est des médailles en chocolat, tout ça. Le vrai truc, c'est ça, c'est la carrière de mon père, ce qu'il faisait, qui m'a paru toujours fondamental, même si se dire qu'on a un père qui est capable, qui dort dans un sous-marin où à côté de son oreiller il y a 500 fois la bombe d'Hiroshima et qu'il est capable dans son truc avec un bouton de faire sauter la planète, c'est quand même ça. La finalité du... Pas tout seul quand même. Non, mais bon, et après on vous dira que la dissuasion... Il est dans la chaîne, oui. Oui, mais là, moi, c'est un écho particulier quand je vais en Ukraine, que je vois, les menaces nucléaires, ça me parle énormément. Ah oui, vous avez toujours vécu avec ça. Mais oui, après mon père a construit les centrales nucléaires, parce que qu'est-ce qu'il faisait dans le sous-marin ? Il s'occupait pas tant que ça des têtes nucléaires, mais il était dans ce qu'on appelle la chaudière, c'est-à-dire le cœur atomique. Et ensuite, il a construit les centrales, il a été à Framatome, donc à Areva aujourd'hui. Et vous avez fait monter dans les sous-marins, non ? Ah oui, bien sûr, oui. Et j'ai eu la chance de faire une patrouille. Alors ça, c'était grâce à Paris Match. Je suis parti sur le Terrible, le deuxième Terrible, qui actuellement porte la dissuasion. Mon père ayant été dans le premier Terrible, qui était le sister ship du Redoutable. Ça a été les deux premiers sous-marins lancés. Inaugurés par le général de Gaulle. Voilà, donc avec l'idée que voilà, la grande œuvre de Gaulle, elle est incarnée. Bon, il y a le plateau en Corrèze, là où je sais plus où, mais il y avait aussi des têtes de missiles à terre. Mais c'était essentiellement à Albion, voilà. Mais c'était essentiellement la dissuasion, les SNLE, voilà. Et donc les deux premiers, mon père a vécu. Alors je pourrais vous raconter des histoires incroyables. Depuis qu'il est mort, j'ai eu des anciens qui m'ont contacté, qui m'ont écrit et qui me racontent comment. Je suis tombé sur des écrits, par exemple, d'un sous-officier à bord de la Vénus, qui est un sous-marin classique, une sorte de copie de U-boat que la France avait construite dans les années, voilà, une sorte et qui racontait que un jour la Vénus, il y a eu un blocage de barre de plongée avec un incendie à bord, quelque chose comme ça, et que mon père a pris en main les choses, faisant évacuer l'eau pour éviter que le tableau électrique ne grille, enfin ce que raconte le type, et à la fin il dit oui, je me souviens de l'officier qui a fait ça, il s'appelait Le Sommier. J'ai découvert ça sur un blog, je l'ai contacté, mon père ne m'avait jamais parlé de ça. Il y avait le culte du silence, il y a eu un incendie terrible à bord du Terrible, aussi le SNLE, le Terrible. Personne n'en parlait. Vous savez, la marine, c'est vraiment le monde du silence. C'est surtout la marine nationale. On n'en parle pas. C'est une arme particulière qui est d'une fidélité rare au pouvoir, contrairement aux parachutistes ou à d'autres qui ont des côtés un petit peu putschistes, si vous voyez ce que je veux dire. La marine, le crabe-tambour est l'incarnation. Mais pour autant, peut-être pas fidèle à la République, mais fidèle à la France. Fidèle à la France, c'est sûr. Mais de tout ça, si vous voulez, m'est resté l'idée de faire des choses exceptionnelles. Enfin voilà, la vie de mon père a été exceptionnelle. Je ne supportais pas l'idée de continuer dans le sens, je ne me voyais pas m'enfermer dans une boîte à cigares comme ça au fond des océans. C'était pas mon truc. J'ai fait un métier qui est pas un métier de militaire, mais dans lequel je côtoie les militaires. Et comme m'avait dit là un soldat américain à Bagdad, en me montrant l'endroit très glauque dans lequel nous allions passer quelques jours avec son unité dans un quartier de Bagdad, il m'avait dit voilà, here is the shithole, voilà, trou de merde dans lequel nous sommes. Et il m'avait dit, tu sais la différence entre toi et moi, c'est que toi tu viens avec nous. Moi, nous, on va rester 6 mois. Toi, tu peux partir quand tu veux. C'est un peu ça, le luxe du journaliste, c'est d'accompagner ces mouvements historiques avec ceux qui les font ou avec ceux qui en sont victimes, mais avec quand même cette liberté aussi d'évoluer, d'aller et venir.
venir. Donc il n'y avait pas toute la rigueur militaire, donc je me suis très bien passé. Parlons encore un peu de votre famille, si vous voulez bien, parce que vous nous parlez souvent d'autres choses, mais là, je voudrais vous parler de votre famille. Il y avait un peu d'idéologie dans tout cela, chez votre père, dite ou pas dite. Il faut dire que vous êtes né en 68, vous arrivez à la maturité politique bien après la période gaulliste. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce qu'il était d'inspiration gaulliste? Mon père, je pense, a dû voter... Et votre famille, je pense en général. Oui. Ma famille était, je vous dis, catholique, de droite. Dans ma jeunesse, il n'aimait pas Le Pen, mais je sais que mon père avait voté Tixier-Vignancourt, par exemple. Ah oui, voilà. c'est pas très gaulliste. Donc voilà, donc il y avait un côté... Et sur le rapport au général de Gaulle... il y avait l'Algérie, non? Il y avait l'Algérie, mais l'Algérie pendant la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père, par exemple, était à Merzel-Kébir au moment de l'attaque des Anglais. Ah, votre grand-père était militaire, oui, tout à déjà. fait, bien sûr, bien sûr. Ah, bon, et j'ai mes deux grands-pères. Il aurait pu y rester militaires. à Merzel-Kébir. Ah, totalement. Mon oncle a failli y rester. Il a été remplacé sur le cuirassé Bretagne, sur lequel il y a eu, je crois, 2500 morts. Et son remplaçant a été tué. Voilà, mon oncle Yves Pellen a échappé de peu, et mon grand-père était à la direction du port militaire à ce moment-là, après avoir fait une partie de sa carrière également sur la Bretagne, canonnier de marine après Verdun. Donc voilà, donc il y a eu vraiment un lourd héritage. Et pour ce qui est du côté de mon père, parce que ça c'est le grand-père côté maternel, côté de mon père, mon grand-père était aussi sous-marinier. Voilà, sur l'Espoir, qui était un sous-marin dans les années 30, il était torpilleur, voilà. Tous bretons. Tous bretons. Mais de quelle Bretagne d'abord? Où? Alors, parce qu'il y a beaucoup des Bretagnes. Finistère Nord. Ah oui, là, donc, dur. Voilà, ma grand-mère m'a appris des notions de breton que j'ai poursuivies en apprenant paternelle cette langue. Maternelle. Voilà, à Napellen. Et mon père, Plélin-Trigavou, qui est un village du côté de Dinan, une partie de la famille aussi originaire du sud de Saint-Brieuc, de Lanrodec. Voilà, c'est un peu... C'est formidable, la Bretagne. Voilà. Vous savez que c'est la Bretagne qui a fourni proportionnellement le plus grand contingent de résistants. Pas que les marins de l'île de Saint. Et de morts en 14-18 en termes régional aussi. C'est intéressant de voir comment les Bretons vous avez le patriotisme. Moi, j'ai une vraie ambivalence là-dessus, c'est-à-dire... Ambivalence oui, parce que je suis patriote français, mais j'ai aussi des racines bretonnes, j'ai eu des gens... Ah oui, bon, on ne va pas les opposer quand même, si. Ah si, moi j'ai été des gens... J'ai un grand-oncle, Georges Floch, qui était dans Braise-Atao, donc qui fait partie des nationalistes bretons, bien sûr. Et ça, c'est un aspect que j'ai ce qui m'a beaucoup intéressé dans ma jeunesse aussi. Comment ce nationalisme s'est construit. Il s'est construit à cause de 14-18, à cause des pertes en 14-18, et également à cause de l'exemple irlandais qu'on a voulu transposer en France. Il y a des bretonnes qui ne sont pas toutes françaises. Mais chez les Bretons, il y a toujours le côté à la fois extrêmement fidèle à la France et à la monarchie avant, et en même temps très irrédentiste et très indépendantiste. Il faut faire en sorte que ce ne soit pas incompatible. Voilà. Ce qu'avait essayé de faire le général de Gaulle d'ailleurs, mais enfin pas il avait fait un discours en breton. Le dernier discours qu'il a fait avant de perdre quelques jours plus tard le référendum de 69, c'était à Quimper, je crois. C'était un discours en parlant breton. Oui, tout à fait. Et évoquant son... Par contre, les gaullistes ont quand même été particulièrement il y avait des Jacobins. Odieux dans le traitement de la culture bretonne. Il y avait des Jacobins à la collaboration. Voilà. C'est les gauchistes qui ont fait revivre la culture bretonne. Chez les gaullistes, il y a eu des républicains, si vous voyez ce que je veux dire. C'est là que le bas blesse. Mais voilà, ça c'est le fond vraiment. Mais ça va bien de parler de ça de ma famille. avec vous, parce que c'est pas votre conversation habituelle. Non. Mais ça a déterminé des engagements politiques très jeunes. Alors, vous avez fait des études de quoi, d'abord? Parce que, vous avez fait vos études en Bretagne, enfin un peu partout, à Toulon... Non, alors, je suis né à Toulon, j'ai vécu à Brest, à Lorient et à Cherbourg. Si vous voulez, en fait, ce qui est très intéressant par rapport à... J'imagine qu'on va parler un peu de Paris Match. J'ai fait des études d'anglais. Volontiers. Voilà. Des études d'anglais, des études d'histoire. J'ai fait Sciences Po à Lyon. Et en fait, c'est entre ma 2e et ma 3e année de Sciences Po, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Et vous avez dit que je serais journaliste? Non. Ah non. J'ai trouvé un stage
à Paris Match parce que j'avais un copain dont le père était rédacteur en chef. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je suis dans une section politique et communication, est-ce que tu peux m'avoir un stage d'été? Mais j'imaginais... Que demandait Sciences Po. Oui, tout à fait. Oui, j'imaginais tout à fait le ça faisait truc avec partie des du chiffres, cursus. voilà comment ça fonctionne. J'ai vécu avec eux pendant un mois. Non, on vous a fait faire des articles. Mais l'avantage de Paris Match, c'est qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de stagiaires à l'époque. C'est-à-dire, vous étiez jeté dans le bain. J'ai commencé par découper des dépêches AFP sur une machine. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, ou il y avait des débuts d'ordinateur, mais enfin, c'était des fils AFP. Il y avait trois liasses. Il fallait en donner une au rédacteur en chef info, une au rédacteur en chef photo, et une autre à un troisième rédacteur en chef, une sorte de super rédacteur en chef qui vivait dans un bureau en fumée, qui s'appelait Michel Sola, qui était la courroie de transmission avec le directeur qui s'appelait Roger Théron et qu'on ne voyait quasiment jamais, enfin à notre niveau. Après, évidemment, voilà. Et donc je suis rentré dans la maison Match de cette façon. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? 20 ans. J'avais 24 ans, 25 peut-être, et c'était donc entre ma deuxième et ma troisième année de Sciences Po. Et donc je pensais faire un mémoire tout à fait classique, et ce qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, et je pense que là ça fait peut-être résonance avec les histoires de la famille, de mon grand-père, de mes oncles qui ont été tous dans l'armée aussi, certains avaient des histoires intéressantes, et de l'engagement de mon père, on va dire, c'est quand je voyais les grands reporters revenir, à l'époque c'était les Balkans, les guerres de Tchétchénie, tout ce qui était à l'Est, et je les voyais revenir avec des histoires plein leur besace, et le journal servait en fait de sas de décompression, c'est-à-dire parfois ils arrivaient du terrain avec leur sac à dos, ils mettaient leur sac à dos, et tout à coup, ils prenaient un café. L'ancienne Yougoslavie. Oui, les Balkans en fait, tous les Balkans, ouais. et en fait ils se mettaient à parler. Ça leur servait un peu de sas de thérapie, on va dire, par rapport à ce qu'ils venaient de vivre. Ils racontaient les choses. Et ce qui m'intéressait, en fait, je me suis rendu compte, en les écoutant, que c'était pas tellement l'article. Et moi-même, ça m'est arrivé après. C'était pas tellement ce qu'on écrivait dans l'article qui était intéressant. C'était qui on avait rencontré, c'était ce qui s'était passé pour y aller. C'était en fait les Anglais. Qui on avait rencontré, c'est-à-dire des rencontres. Mais oui, des rencontres parfois ultra éphémères, avec des gens que vous fortes, comme on dit, hyper fortes, avec lesquels vous allez vivre pendant quelques jours, parfois quelques heures, et que vous n'oublierez jamais. Des aventures aussi. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. On disait ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain, mais ça c'était, en fait, on était des saltimbanques. C'était pas un vrai métier. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que mes parents, donc comme vous l'avez compris, qui étaient quand même de facture très traditionnelle. Un jour, ma mère, c'est un peu zazou quand même. Oui. Voilà, un jour ma mère me disait, oui, j'ai pas commencé à faire du jazz, mais un jour ma mère m'a pris à part et elle m'a dit, oui, on a parlé avec ton père, j'étais à Paris Match comme pigiste depuis quelques années, elle me dit, ça serait quand même bien que tu commences à avoir un vrai métier. Un vrai métier. C'est comme si vous faisiez du piano. Elle collectionnait les articles quand même. Enfin, elle était fière. Mais il y avait un truc qui n'était pas, voilà. Elle voulait que vous fassiez l'armée, peut-être, non? Oui, ça c'est ce que mon père aurait voulu. Votre père aussi, oui. Mais autre chose qui était très drôle avec Paris Match, c'est que à un moment, elle me dit, elle m'avait dit aussi assez naïvement, elle m'avait dit, mais quand même, oui, quand même, elle avait vu une émission, elle me dit, oui, quand même, fouiller dans la vie des gens comme ça et la rendre publique. Je dis, maman, c'est de ça que Paris Match vit. C'est le métier. Ah oui, elle est très tradie. Hein. Alors, ici, arrêtons-nous sur deux sujets. Vous faites partie, nous sommes très nombreux dans ce cas-là, des victimes de Wikipédia. Je vous ai entendu dire un jour, il faudrait que tous les victimes de Wikipédia se liguent un jour. En fait, parce que quand on regarde, vous êtes devenu un des journalistes les plus connus de France et de Navarre. Vous êtes en pleine montée de sève, de célébrité. Très difficile de vous avoir. On a l'impression qu'on demande au Premier ministre un entretien. Non, je parle à beaucoup de gens. Vous bougez tout le temps. Alors, c'est pas facile. Parfois, l'agenda...
Là, je viens de passer 15 j'ai eu le temps, jours en Ukraine, donc c'était... oui, voilà. j'ai eu l'occasion, l'honneur et l'avantage de rencontrer votre femme. Elle Oui. ne dit rien, elle est tout à fait charmante, mais je lui ai demandé si elle ne se sentait pas seule de temps en temps. Elle m'a dit non d'ailleurs. Enfin, Bah. je vous suis tout à fait, mais enfin, vous n'êtes pas facile à attraper et à fixer quelque part. Bref, revenons à cette histoire de Wikipédia. Alors, vous êtes un pro-russe, vous êtes... alors que vous avez la franche chevillée au corps, vous êtes Non, mais surtout, j'ai pratiquement une partie américaine. un serviteur de Poutine, vous oui. êtes un Américain en même temps simultanément. Mais c'est le pays que je connais le mieux. Wikipédia les nous États-Unis. déforme complètement. Non, mais c'est surtout scandaleux. Enfin, alors, il y a deux choses sur... mais je vais vous dire que Wikipédia fasse une fiche comme ça sur moi, ils la font sur d'autres, etc., en essayant c'est toujours orienté de la même manière, hein, on ne va pas se dire... Il faut se dire les choses. Oui. Moi, ce n'est pas ça que je critique. Si Wikipédia utilisait, si par exemple Mediapart et encore Mediapart ne le fait pas, mais parce que c'est plutôt des journalistes sérieux, même s'ils ont un biais idéologique. Mais si vous voulez faire un blog, me pourrir, c'est partie de la liberté, du terrain, enfin en fait de la vie des journalistes. Aujourd'hui, c'est très polémique. Il y a, comme on vit dans une société où on est à cran, Oui. donc c'est Le tout à fait problème, c'est que ça normal. fait référence. Pour Le tout un problème, chacun, non, c'est la référence. C'est le semblant et l'apparence de neutralité que je critique. Oui, oui. C'est ça que je voudrais... C'est fait aux États-Unis en grande partie, non? Bah oui, il y a... Le centre est, Oui. comme par hasard, États-Unis. Aux États-Unis, mais avec des ramifications en Europe et un biais de modérateur totalement idéologisé. Et là où est le problème, c'est ça. C'est qu'il faudrait que le public ne s'imagine pas que quand vous avez le terme encyclopédie participative, vous avez l'impression que c'est quelque chose de tout à fait démocratique, alors que pas du tout. Et ça, c'est vraiment une méthode trotskiste, je vais dire, d'essayer de... Mais non, tout simplement impérial, mon cher Régis Sommier. Bah, je ne sais pas, L'Empire mais- est bien fait. Il a réussi à cibler les personnalités Ouais. les plus importantes qui ont Ouais. droit à des fiches Wikipédia et il les Non, mais vous reformate. savez, en plus, vous ne Alors pouvez pour pas... en stigmatiser ou pour en magnifier d'autres. Voilà, mais moi, ma fiche incroyable. Wikipédia, je vais pas, ma fiche Wikipédia, donc non, ne correspond à rien que ce que je suis fondamentalement. Quelques éléments, voilà, deux, fait l'économie totale de mon passage aux États-Unis, où j'ai quand même, vous l'avez rappelé, interviewé George Bush, Barack Obama, écrit la biographie d'un directeur de la CIA, Oui. David Petraeus. J'ai été reçu 2 fois par Petraeus à l'anglais, au siège de la CIA, pour des interviews de 2 heures. Rarissime, non? Mais absolument rarissime. Je sais pas comment vous avez Je connais pas réussi ça. beaucoup de Français Moi aussi. qui arrivent à le faire. Comment Donc, avez-vous pu faire un livre et être reçu non, mais par c'est surréaliste. un directeur de la CIA? Bah, alors c'est ça, quand même c'est mon coton. parcours de journaliste. Mais si vous voulez, à part ça, sur les États-Unis, j'ai 2 enfants qui habitent aux États-Unis, en Californie. C'est un pays que je connais comme ma poche. Et j'ai été correspondant de Paris Match pendant 8 ans là-bas. Et en dépit... Et aucune de ces informations ne figure sur ma fiche Wikipédia. En revanche, le fait que j'ai en effet travaillé pour RT France pendant 6 mois, alors que j'ai fait 27 ans à Paris Match, alors RT, ça, Russia Today, pour là, ça y est, il y rappeler a à des nos gens qui disent, auditeurs, j'ai vu oui. encore des types qui discutent, vous savez, il y a des gens qui ont le temps de bavasser sur les réseaux sociaux, etc., disaient, oui, son passage à RT, elle a beaucoup changé. Quand j'ai passé à RT, j'avais 53 ans. Devenir espion, c'est un métier qu'il faut faire jeune. Je n'ai aucune intention de devenir espion. Je ne suis pas zélateur de Poutine. Alors, je ne suis pas... il y a autre chose, Régis Sommier, qui agent. sur lequel on a insisté beaucoup. Je me demande si c'est si important que ça. Vous êtes un ami de Frédéric Chatillon, qui est un des fondateurs, enfin un des piliers du Front National. Alors, on en induit beaucoup d'appartenance politique, alors que vous êtes sans appartenance politique. De droite. Sans appartenance politique. Vous acceptez de dire de droite, tout simplement? Ah oui, tout à fait. Oui, voilà. Mais d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote à ce propos. Quand on a créé Omerta, je vais le citer, on a eu notre inauguration, la soirée de lancement, on va dire. Ah oui, qui s'est mal passé, oui.
Oh non, pas du tout. Il a fallu la reporter, je crois. Ah oui, on a été menacés. Menacés par... J'y pense même plus parce que ça fait tellement partie de la vie. Oui, on avait un documentaire sur le phénomène trans, qui n'était pas du tout d'ailleurs accablant pour les transsexuels, mais qui dénonçait quand même ces histoires d'hormones données à des enfants, à des adolescents par certains médecins malveillants. Bref, il y avait quand même des côtés, mais c'était pas accablant. Et on a été menacés de mort. Et certains directeurs de spectacles l'ont été aussi, le Grand Rex, une autre salle dans Paris, donc on a été obligé de changer 3 fois pour finir à une salle qui finalement a eu le courage de nous accueillir. Bref, il y avait tout un tas de personnalités et le type de Mediapart est venu. Libé, on a évité de les inviter parce que ils nous avaient déclaré omerta le nouveau média pro-russe et d'extrême droite, alors que nous n'avions encore publié aucun contenu. Voilà. Donc c'est pas mal, hein. Libération, c'est du grand journalisme, vous voyez. Normalement, je sais pas moi, la base, Albert Londres, les faits, comment rapporter les choses, voir, ensuite expliquer, etc. Là, on nous avait collé l'étiquette. Donc voilà, encore une... Ça, c'est 2022. On reviendra sur le succès d'Omerta. Je crois que vous êtes à 300 000 abonnés. Plus de 300 000, on a passé les 322 000 ce matin. En 2 ou 3 ans. En 2 ans et demi. Oui, c'est assez... On reviendra sur Omerta. Voilà. Mais donc on lance Omerta, et là, pour faire l'histoire un peu plus courte, je me retrouve face au journaliste du Monde, Olivier Faye, je vais le citer, qui commence à me poser des petites questions, mais qui vous finance, etc. Donc il y avait Charles d'Anjou qui était là, donc Charles d'Anjou a parlé à Olivier Faye. Et Charles d'Anjou qui est le fondateur, qui finance Omerta, puisque c'est l'unique actionnaire. Et Olivier Faye est là et me pose la question et me dit mais vous êtes idéologiquement, vous êtes orienté. Je lui dis non, je fais du journalisme. Moi, le journalisme ne consiste pas à prendre une direction idéologique, mais à s'en tenir aux faits au maximum, à essayer d'expliquer une situation et parfois à dire du mal de gens qu'on aime bien. Je vous ai entendu dire, oui, et je termine là-dessus, c'est que il dit oui, mais quand même vous avez une sensibilité. Je dis oui, j'ai des convictions, j'ai une sensibilité, et je lui dis oui, je suis un garçon de droite. Oh, il prend son carnet là, comme ceux que et il marque ça comme si et j'ai retrouvé cette citation. Ça n'existe pas les gens de droite. Il n'y a que des gens d'extrême droite pour Libération. Dès que vous êtes à droite, c'est que vous êtes... Le fait d'avouer d'être de droite a suscité tout à coup, comme si le Graal s'était ouvert. Oui, Olivier Faye, c'est le monde et pour libéré. Répondre sur Châtillon, pareil, j'ai eu un article dans Libération où j'avais simplement dire oui, j'ai croisé Frédéric Châtillon dans ma jeunesse tumultueuse, dans les années 90. J'étais dans des syndicats à une époque où effectivement on a envie de changer le monde. Moi, j'avais pas envie de le changer comme le pensait l'extrême gauche, voilà c'est ça la différence. Donc à part ça, et là pareil, on a eu l'impression, alors de cette phrase où je reconnais donc avoir connu Frédéric Châtillon dans les années 90, la dernière version, parce que j'ai vu, mais ça continue, il y a toujours des... là, j'ai fait mes études avec Frédéric Châtillon, ça c'est le dernier papier qui est sorti, une espèce de torchon qui s'appelle Desk Russie, de gens totalement anonymes, mais qui font des papiers sur des gens, ça etc. toucher à la Russie, ça coûte cher. Là, ça oui. Mais vous êtes intégralement resté quand même fidèle à votre milieu familial, c'est formidable, au point d'avoir à un moment ou un autre accepté de collaborer avec un cercle de l'armée de l'air, je crois, qui vous a demandé de donner tout simplement des renseignements en bon français et en bon journaliste que vous êtes, aux armées, c'est ça? Même pas, c'était un réseau d'influence. Vous en avez été exclu, c'est intéressant. Oui, alors je vais vous raconter comment ça s'est passé. Vous êtes même devenu colonel, c'est ça? Je suis devenu colonel, mais j'avais un peu de mal. Vous êtes resté fidèle quand même. Vous savez, il y a des gens qui n'ont aucun problème avec ça. Moi, d'être colonel, qui était un grade équivalent à celui que mon père avait quand il a quitté la marine, j'ai estimé que c'était pas du tout mérité et que je ne suis pas un soldat. Je suis alors un copain officier dans l'armée américaine me disait You are a soldier of truth.
Bon, ouais, c'était une belle... voilà, avec qui j'ai partagé des moments intenses en Afghanistan. Il me disait ça, oui, peut-être, soldat de la vérité. Oui. Alors, je ne sais pas si on approche la vérité, mais en tout cas, l'objectif, c'est de s'en... En tous les cas, je vous ai entendu dire un jour au Cercle Eleutheria, où vous avez brillé récemment, dirigé par notre ami François Martin, qui ont fondé ensemble, que vous ne vous reconnaissez pas dans l'expression journaliste militant. On ne peut pas être journaliste et militant. C'est la vérité, oui. Mais moi, je pense qu'on peut être journaliste et on peut être ou journaliste ou militant, mais on ne peut pas être les deux. Les deux sont respectables, mais quand vous regardez quelle est la démarche du militant, le militant vise à mettre en lumière celui pour qui il se bat, oui, ou les idées qu'il défend, oui, quitte à gommer des traits dérangeants, quitte à... Voilà. Donc on s'écarte de la promesse journalistique qui est de rapporter les faits, reporter, oui, reporter. Oui. C'est pas travestir, c'est avoir son honnêteté pour soi. C'est Daniel Philippaki qui disait le reporter, à quelques moments de sa vie, il n'a que son honnêteté pour lui. Parce que quand on se retrouve tout seul face à une situation... Bon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on arrive... Mais moins peut-être à l'époque, mais si on pouvait inventer des choses. D'ailleurs, il y en a qui l'ont fait, ou travestir la réalité, ou gommer certains aspects. Mais la morale et la déontologie primaire disent justement de dire les choses. Vous savez, vous parlez d'Assad, pour revenir sur la situation actuelle, moi j'ai interviewé 2 fois Bachar el-Assad. Pareil, sur la Wikipédia, il est marqué ses positions pro-Bachar el-Assad. Bon, je ne sais pas où ils ont été trouver ça, parce que quand on regarde l'intégralité des questions... Ça pourrait être pro-Bush, parce que vous avez j'ai fait Bush autant qu'Assad. Mais ça n'est jamais pro-Bush. Mais vous n'êtes pas pro-Bush. Non. Par contre, vous êtes pro-Assad. Mon interview avec Donald Rumsfeld, celle avec Arnold Schwarzenegger à l'époque où il était... Il y a Rumsfeld aussi. Alors ça, je voudrais que vous nous en parliez. Parce bien que sûr. Ce coco-là m'intéresse. J'ai passé 2 jours avec Rumsfeld au Pentagone pour Paris Match, tout ça. Voilà. Et donc, j'ai interviewé les gens les plus divers, Premier ministre pakistanais, Pervez Musharraf, qui était sans doute quelqu'un qui en savait beaucoup plus qu'il n'en l'a dit sur Ben Laden et autres. Sergueï Lavrov aussi. Je n'ai jamais interviewé Poutine. Mais donc, j'ai eu des personnages dans ma vie face à moi, très difficiles, très en journaliste, pas en... en journaliste, bien sûr. Pas en relais. Bah non, mais... Et en fait, Assad, là en ce moment, on vient d'ouvrir la prison de Sednaya et de se rendre compte que des horreurs qui ont été perpétrées par le régime dans cette prison. Cela dit, il y a eu plein d'autres prisons au Moyen-Orient où, c'est pas, disons, il y a l'horreur du régime chérien, mais il y a eu l'horreur de Saddam Hussein. Vous savez combien il y a de prisonniers politiques en Égypte en ce moment ? Oh là, 16 000. Je sais pas. Donc 16 000 prisonniers politiques. Et pourtant, ça paraît débonnaire. Non, mais c'est pourtant un pays avec lequel on a les meilleures relations. Donc, si vous voulez, voilà, c'est toujours a posteriori. Et puis, à une époque, on avait aussi de très bonnes relations avec Assad. Faut le voir aussi comme ça. Donc, mais sur l'interview, moi, j'ai ma question sur Sednaya. Il a été noté, donc j'explique, utilisez-vous le viol systématique sur les prisonniers dans la prison de Sednaya à Assad? Je lui pose la question. Après, on vient de dire, oui, une interview complaisant, où je lui... Autre question, avez-vous peur de mourir comme Saddam Hussein ou comme Muammar Kadhafi? Ah oui, alors il vous dit, non, je resterai seul à bord. Oui, il dit oui. Le dernier à bord. Il faut la poser, la question, quand même. Si vous voulez, la traductrice... Vous racontez d'ailleurs que la traductrice avait peur de traduire. Elle n'avait pas peur, parce que lui, il est assez téphale, donc il est capable d'encaisser toutes les questions, et il va botter en touche, ou il va esquiver, c'est un peu sa marque de fabrique. Mais si vous voulez, dans ces interviews-là... Vous avez fait un livre sur Assad, tout à fait. Tout à fait. Vous avez publié une douzaine de livres, soit dit par parenthèse. On peut les trouver facilement sur Internet. J'ai un livre qui s'appelle Assad, mais qui raconte aussi tous les reportages, enfin toute l'itinéraire que j'ai fait dans la Syrie à l'époque, parce que j'y ai passé beaucoup de temps. Et donc, ce que je veux dire, c'est que dans ce type d'interview, la question est au moins aussi importante que la réponse. C'est-à-dire qu'on va lui donner une information dans la question. On va lui dire qu'est-ce que vous faites. On va l'apostropher. En l'occurrence, qu'a-t-il répondu sur les prisons? Il a dit...
Oh, c'était pas très. Il a expliqué que ça n'était que si ça existait, ça n'était que des cas isolés et que nous prendrons des traitements, etc. Il disait pas que ça n'existait pas. Mais en minimisant beaucoup, mais en minimisant le truc et en expliquant que ce n'était pas dans leur intérêt, qu'ils souhaitaient la réconciliation entre les Syriens et que donc ils n'avaient aucun intérêt à détenir des gens de prison. Alors c'est d'ailleurs un paradoxe assez étonnant chez Assad, enfin dans la façon dont on le voit, c'est que on l'accuse donc effectivement de détenir des gens dans des conditions inhumaines pendant des dizaines d'années, ce qu'il a fait, mais on l'accuse aussi d'avoir libéré des djihadistes, ce qu'il a fait aussi. Donc si vous voulez, il a libéré des djihadistes pour foutre le chaos dans l'opposition, et ça c'est une narration parfaitement construite. Très otanienne, ça c'est le discours otanien. Voilà. Ça, alors je ne sais pas si c'est otanien, mais en tout cas ça correspond à le discours dominant. Une manière de... c'est toujours un peu contradictoire, c'est un peu comme quand on vous dit la Russie est menaçante, elle va envahir l'Europe de l'Est, et puis après, elle est nulle, elle n'arrive même pas à envoyer l'Ukraine. Alors, il faut savoir si elle est nulle ou si elle va envahir l'Europe. Oui. Il y a toujours un peu une ambivalence dans ces histoires-là. Mais voilà. Alors ça, vous restez de narration construite, c'est très important. Le point important, c'est que vous restez un journaliste très, très, très scrupuleux. J'essaye. Vous êtes venu, d'ailleurs, c'est très intéressant, vous êtes venu avec vos instruments de travail. Comme je vous ai dit, est-ce qu'il y a des objets qui vous dépeignent? Et vous nous apportez une jolie collection, c'est très beau d'ailleurs, de carnets. Sans le montrer à la caméra, on peut en ouvrir un pour voir vos notes. Alors, je vais ouvrir celui-là. Celui-là, il est intéressant parce que... Sans le montrer spécialement à la caméra, parce que ça, c'est des carrément secrets, ça. Non, c'est pas des secrets, parce que c'est quand même très intéressant. Là, par exemple, vous avez... ration de combat, RFC, spécial combat. Ça, c'est les forces spéciales françaises. Ça vient du premier PIMA. C'était dans la ration de combat des forces spéciales françaises avec qui j'ai passé quelques jours sur le terrain au Mali. Voilà, donc oui. ça j'ai gardé le truc, aussi, oui. Mais ce n'est pas particulièrement... Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un carnet en chinois. Pourquoi il est en chinois? Parce que je l'ai acheté à Kaboul, et c'était avant le retour des talibans. En Afghanistan. Et voilà, et en fait, c'est un... Donc, il y a le calendrier chinois, il y a des choses écrites... China Public Holidays, vous voyez. Pourquoi? Parce qu'on ne trouvait plus que des trucs chinois, en fait. C'est pas du chinois, c'est de l'américain. Oui, mais c'est traduit en anglais à côté. Et alors, sur ce carnet-là, donc j'ai écrit beaucoup de choses sur les reportages Afghanistan, donc qui sont ici, vous voyez. Ah oui, c'est écrit, voilà, c'est scribouillé. Hein. Et donc on y trouve des choses intéressantes. Par exemple, le type d'écriture que vous avez là, là l'écriture elle est hachée. Pourquoi? Parce que je suis à l'arrière d'un camion. Vous allez vite. Et le camion avec les routes afghanes, et donc je prends vite quelques notes et j'essaie ensuite voilà, et alors surtout très marrant, et vous réutilisez tout ou c'est des notes pour garder en tête? Là vous avez première PIMA, vous voyez, donc là vous avez ça c'est quoi? En fait vous retrouvez tous les reportages, le reportage avec la Légion, pareil, c'est le Mali. Alors, je vous montre deux petits carnets, je ne vais pas tous les montrer, mais celui-là, mais c'est captivant. Il est très intéressant parce que, regardez la tranche. Alors, je ne sais pas si la caméra peut la voir. La caméra, elle est là, regardez. Elle est là. Alors, la tranche, vous voyez, il y a une partie qui est un peu marron au-dessus. Ben, ce sont mes sujets en Afrique. Parce que j'étais dans la brousse, avec les commandants parachutistes, bien sûr. Il y a de la poussière. Oui, il y a une poussière rouge et qui a, comment dire, et quand vous regardez les sujets Afrique, ben, ils sont là, voilà. Ils sont là, et pareil, vous allez trouver des moments où l'écriture est complètement hachée parce que je suis sur la route. Voilà, et là on passe sur l'Afghanistan. Alors ça, c'est moins terre rouge. C'est une autre couleur, voilà. Une autre couleur de poussière. Oui. Mais donc c'est très intéressant. Formidable. Et là, je les ai revus hier. Il y a des grands et des petits. Je crois que celui-là, il est très marrant parce que là, on avait fait la liste de courses. Attendez, il faut que je le retrouve. De course. C'est ça, voilà, c'est celui-là. Ça, c'est très drôle parce que on s'était réunis à l'époque on faisait un travail pour Canal+ sur on a fait un sujet pour aller chez les talibans en pleine guerre, au moment de leur offensive sur Kaboul, et on a passé du temps avec ceux qui ont reconquis Kaboul au moment de la chute, donc quelques semaines avant la chute de Kaboul, en juillet 2021. Les talibans ont repris le pouvoir le 15 août, et on a passé du temps avec eux, donc on a fait
le gros documentaire de Canal+, qui a été le documentaire de rentrée, puisque les talibans ont repris le pouvoir. Et là, vous avez dépenses, samedi 25 juin, achat burqa. $10. Vous avez acheté une burqa? Oui, parce que ma photographe, en fait la photographe avec qui je travaillais, Véronique de Vigry, il fallait qu'elle... Moi j'avais besoin d'un achat voile niqab, vous voyez, paiement fixeur. En fait, donc... le fixeur, c'est celui qui vous accueille. C'est celui qui nous amène, qui va nous amener... L'homme du cru. Voilà, il s'appelle avance, la journée... paiement chauffeur Parlement, parce qu'on est allé au Parlement. Et en fait, donc, à travers la liste de courses, cigarettes, vous voyez, c'est très marrant parce que Archives TV, parce qu'on est allé rechercher des archives dans une télé locale, et voilà. Et en fait, pourquoi achat burqa? Oui, pour finir, c'est parce que on est obligé et ça permet aussi de cacher les appareils, parce que vous savez, quand vous passez les checkpoints comme ça pour aller chez les talibans, aucun soldat mâle afghan ne va fouiller une femme. Il y a une sorte de distance. Donc en fait, c'est aussi un élément de dissimulation. La burqa. Voilà, la burqa. Donc on met... on touche du doigt voilà. le métier de reporter, c'est même pas de journaliste. Totalement. Là, et moi-même, je suis habillé en shawar kamis, qui est la tenue traditionnelle là-bas, qui est beaucoup plus agréable qu'une burqa. Alors encore un carnet, on peut encore vous demander un carnet, parce que on voit comment se fait le travail de reporter. Votre travail, oui. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui restent chez eux. Hein. Ils font de l'idéologie sur leur plateau de télé ou derrière leur machine. Ça, c'était incroyable. C'est totalement, Treaty, Total Immersion School. C'était Russell Means. C'était l'Indien des années 50 à Hollywood. Dès qu'il y avait un film, on le mettait, il a fait le noir et blanc, il a fait sa carrière d'Indien à Hollywood, et ensuite il s'est révolté. Il fait partie de la tribu des Lakota, et c'est une histoire typiquement Paris Match, c'est-à-dire que j'étais allé le rejoindre donc dans le Dakota du Sud, sur son ranch avec sa tribu. On avait assisté au 127e anniversaire de la bataille de Wounded Knee, au milieu de la neige. Il faisait très très froid, avec des chamans qui faisaient des incantations, et les Indiens qui arrivaient en cheval parce qu'ils font une sorte de transhumance. C'était un moment incroyable. Donc voilà, il y a encore sa carte de visite. Comment vous souvenir de tous les gens que vous avez rencontrés? Parce que je m'en souviens à travers des petits moments comme ça, parce que je ne l'ai jamais complètement oublié, le Russell Means. Vous avez 30 ans de métier et vous rencontrez des centaines de gens chaque année. Vous savez ce qui m'avait vraiment étonné? Aux quatre coins de la Terre, comme on dit. Ouais, mais chez lui, c'est qu'à un moment, il est arrivé, il a sifflé, il y avait ses chevaux qui venaient, et il a commencé à prononcer une parole, et les chevaux sont partis, comme s'ils le comprenaient. C'était étonnant, mais vraiment étonnant. Les Indiens d'avant la colonisation. C'est ça. Mais lui, blanche. il avait joué le jeu. Il avait joué le jeu de l'Indien d'Hollywood. Il avait fait carrière, et après il a complètement renié. Il a compris que son identité était morte. Et voilà, d'ailleurs, vous l'avez là. On parle des Indiens d'Amérique, j'espère que vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas des Indiens 30 décembre 2007, oui. Dakota du Sud, Evergreen Community, voilà. Et c'était incroyable, c'était à la fois très triste parce que vous avez beaucoup d'Indiens qui sont complètement alcoolisés, terrible. Voilà, donc ça c'est incarné. Il y a un génocide. Il y a eu. Il y a eu un génocide. Et vous savez, j'ai découvert d'ailleurs à ce propos que cette réserve, ce qu'on appelle les réserves, c'était ni plus ni moins que des camps pour les faire disparaître. On ne cherchait pas à les préserver. Ça portait des numéros. Aujourd'hui, on fait la réserve indienne comme si on voulait. À les exterminer. Je crois qu'Hollywood on a fait justement peut-être a posteriori à revisiter cinématographiquement ces endroits-là pour en faire des sortes de préservation. Tout ce pays de la est fondé vie. sur le mensonge. Voilà. N'est-ce pas? Et le cinéma. Et le cinéma qui est un mensonge. L'image est un mensonge en elle-même. Voilà. Bon, c'est presque une question théologique. Alors, Régis Le Sommier, vous me passionnez, vous m'inquiétez parce que j'ai encore 1000 questions à vous poser et vous avez 3000 réponses à me faire. Je vais essayer d'être reprenons. Alors, restons sur le sujet 30 secondes du journaliste parce qu'il y a un problème en France, c'est le journalisme. Je crois que c'est même... Je me demande si ce n'est pas le problème. La désinformation, le mensonge systématique. Comment sont formés les journalistes? Vous avez été formé en dehors d'une école de journalisme.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, au moment où C'est ma bête noire. Les écoles de journalisme formatent les journalistes. Je ne sais pas qui les contrôle, mais par le contrôle des écoles de journalisme, on contrôle toute l'opinion française depuis 40 ans. Oui. Je crois que, en effet, vous avez raison. Il y a la question de la formation, puis aussi la question de ce qu'on autorise aujourd'hui en journalisme, c'est-à-dire le journalisme de terrain tel que je le pratique et tel que malheureusement nous sommes de moins en moins nombreux à le faire, est concurrencé par une forme de journalisme que je qualifierais de journalisme d'opinion. Qui fait florès Vous êtes sur... bien gentil, ça s'appelle la propagande, non? Bah oui, mais si vous voulez, tout le monde ne pense pas à sens unique. Vous avez quand même en France des chaînes comme CNews, des chaînes comme LCI qui ont leurs différences. Non mais si, c'est quand même... tout le monde n'est pas... je dirais que le suprême avantage de Vincent Bolloré, qui a des défauts comme tout le monde, c'est d'avoir brisé le monopole de la gauche sur la pensée qui existait depuis le début des années 80, depuis l'arrivée de François Mitterrand. Il n'a pas tout brisé, hein, je vous laisse vos appréciations. Mais en tout cas, moi je pense qu'il a eu au moins une forme, il a permis une forme de respiration et il a permis justement à pas mal de gens de se retrouver, alors qu'avant, vous parliez du RN, on en a évoqué tout à l'heure, ces 11 millions de Français ont quand même besoin d'avoir des médias de leur sensibilité. La vraie chaîne de réinformation, c'est TVL, c'est Omerta, c'est... Bon, pas non, mais vous avez raison, il y a des journalistes qui ne sont pas journalistes, qui font de l'opinion, mais à côté de ça, qui vous fabriquent. avez 90% des journalistes qui sont de gauche. C'est là où... un peu plus même, oui. Je crois qu'on est dans une proportion écrasante. Ouais. Donc pour moi, le problème, il est là. Et il est surtout, je vous dis, que la vérité du terrain, c'est le titre d'un de mes livres, mais que la vérité du terrain est supplantée, voire masquée, voire critiquée par des gens qui resent le cul sur leur chaise, qui vont vous expliquer. On aimerait bien voir les carnets de reportage. Oui, j'ai eu un moment comme ça absolument sidérant. Il y a 2 ans et demi, j'étais sur le front de Bakhmout, donc en Ukraine. Donc je venais de vivre des moments un peu compliqués. Une séquence qui avait duré 9 heures où on est resté bloqué sous le feu d'un char ukrainien. J'étais avec les Russes là, bloqué par des tirs de mortier ukrainiens dans une ferme, planqué dans une grange dont il a failli s'extraire. Enfin bref, vous savez le genre de reportage, mais ça m'est déjà arrivé quelques fois où vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. C'est ça. Voilà. Ni si vous allez vous en sortir finalement. Combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui peut se passer, avec plusieurs épisodes. Je vais pas raconter ça là. Bref, je quitte ce théâtre pour rejoindre Moscou. Et de Moscou, je fais ce périple absolument dément de repasser par l'Estonie, Saint-Pétersbourg, Narva, Tallinn, et Tallinn, Paris, en passant par Helsinki. Enfin bref, oui, parce qu'il n'y avait évidemment plus de vol direct pour Moscou. Et il y a plusieurs routes. Il y a la Turquie, il y a la route via Belgrade, ou via la Géorgie. Mais c'est très compliqué toujours, et bref, ça prend un temps fou. Et donc, j'arrive donc 2 jours plus tard, quand même encore hanté par cette histoire. Et le type de CNews m'appelle et me dit tu viens chez Pro demain matin, chez Pascal Pro. Je dis très bien, voilà, j'ai pas toujours d'accord avec Pascal Pro, mais j'apprécie assez l'honnêteté, la franchise du personnage, même si on fait pas le même type de journalisme. Et donc il me laisse parler, Pascal Pro. Vous savez, il passe son temps souvent à couper la parole aux autres. Et là, il voit que je suis, et je ne vois personne sur le plateau. Je suis complètement encore là-bas. Et là, tout à coup, j'ai un type en face de moi, que je ne citerai pas, qui commence à me dire « Oui, mais ce que vous dites, ce n'est pas tout à fait vrai. » Et alors là, je vois rouge. Je me dis, je ne fais que raconter des faits de terrain. Je ne suis pas là en train de juger Poutine, de dire si Zelensky a raison, qui est l'agresseur, qui est le mauvais. Je ne suis pas du tout là-dedans. Je suis en train de raconter ce que j'ai vu. Et j'ai quelqu'un qui n'a jamais foutu les pieds là-bas, qui vient me dire non, ce que vous dites c'est pas la vérité. Voilà, alors là, je me suis... on m'a dit, tu allais me servir un café, tout allait bien. Marie-Estelle Dupont, qui était sur le plateau,
pris soin de moi parce que j'étais très perturbé. Et ça se voit dans la vidéo. Voilà. Donc là, vous avez la confrontation directe entre ce qu'on fait, nous, sur le terrain et les gens qui bavassent. J'ai vu un plateau, l'autre jour, je me suis arrêté sur une émission d'LCI où ça racontait à tort et à travers ce qui se passe en Ukraine. Mais oui, les Russes sont en train de perdre, machin, les Ukrainiens avancent, etc. Et je me suis rendu compte ça fait 2 ans et demi qu'ils perdent. Non, bien sûr. Et Poutine a 15 cancers, etc. Ah, oui. Il est mort. Mais il arrive quand même à faire des discours de 4 heures sans notes. Mais bon. Et alors que Biden a du mal à trouver son chemin à la fin des débats. On va pas revenir là-dessus. mais sur ça, j'étais estomaqué parce que je me suis rendu compte, j'ai regardé, je me dis, il y avait 4 personnes autour. Personne n'avait jamais foutu les pieds en Ukraine. Voilà. Personne. Donc voilà. Est-ce qu'on peut continuer à parler de ça après 3 ans de guerre sans avoir été là-bas? C'est ça le problème. Si certains me regardent, le message que j'ai à leur dire, je leur demande pas d'aller côté russe, ce qui peut leur paraître impossible et ce qui est probablement impossible. Mais qu'ils aillent au moins avec les Ukrainiens. Ils ont pris fait et cause pour les Ukrainiens. Ils ont décidé d'être avec eux. Moi, je ne fais pas la propagande des Russes. Je travaille en Russie. Je ne suis pas, vous regarderez mes reportages, je ne suis pas à dire les Russes ont raison. Jamais. Je n'ai jamais dit Poutine a raison. J'ai expliqué pourquoi Poutine est au pouvoir. J'ai expliqué pourquoi les Russes sont en diapason avec leur histoire de grande guerre patriotique et pourquoi ils ont une histoire qu'ils connaissent à la différence de nous. Parce que nous, on a oublié notre histoire contemporaine, on ne connaît plus nos présidents. Les Russes connaissent leur histoire de la Seconde Guerre mondiale particulièrement. C'est peut-être une erreur, c'est peut-être Poutine les manipule sans doute, mais je n'ai jamais dit ce n'est pas ma démarche. Or, ces gens-là, eux, sont dans une dynamique de victoire ukrainienne. Qu'ils aient au moins la décence d'aller voir ce peuple qui souffre, qui est en train de perdre une partie de sa jeunesse dans cette guerre atroce, qu'ils aient au moins que leur fanatisme décime d'ailleurs. Non mais c'est ceux qui les tuent. Qu'ils aillent sur tuent place, leurs partisans. Qu'ils aillent prendre au moins un petit risque en allant les voir. Voilà. Alors vous venez de prononcer un mot important, risque. Bien entendu, je vous pose la question, tout le monde vous la pose. Comment ne pas vous la poser? Vous venez de parler d'une semaine pénible à Bakhmout ou à Koursk. Oui. Vous auriez pu y rester, mais ça vous est arrivé souvent, et pas simplement en Russie, en Ukraine, ou au Proche-Orient, ou en Afghanistan, ou en Afrique. Oui. J'ai posé la question à votre femme d'ailleurs. Oui, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Vous n'avez pas toujours peur. Un sujet délicat. Vous n'avez pas peur pour lui? Elle m'a dit tranquillement non. Vous n'avez pas peur? Parce que vous risquez votre vie, là pour le coup. Non seulement vous y allez, ce que ne font pas les autres, mais en plus vous allez dans les endroits très chauds. Il y a évidemment une part mais je pense que pour revenir à mon père, quand on a un incendie à bord d'un sous-marin nucléaire, ou qu'on en éteint un autre sur un sous-marin électrique, c'est sûr que votre vie tient aussi à un fil. Vous êtes resté un soldat. Ouais, de ce point de vue-là, on vit comme les soldats. D'ailleurs, on prend les mêmes risques qu'eux, sauf que, bon, évidemment, on n'a pas d'armes. Souvent, d'ailleurs, pour certains Américains, c'était quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. J'ai passé beaucoup de temps avec l'armée américaine. Là aussi, paradoxe par rapport à tout ce qu'on me prête. L'armée avec laquelle j'ai passé le plus de temps, c'est l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Donc je les connais parfaitement. Les Américains avaient toujours cette truc qui disait « Man, how come you don't have a weapon ?» Je dis « Mais because I expect you to defend me. » Alors, on traduit, parce qu'en France, on parle français. Vous n'avez même pas d'armes. Je lui dis « Mais parce que j'espère que quand je vais vous accompagner, c'est vous qui allez me protéger. » Et il me dit, mon arme, c'est comme ma carte de crédit, je sors jamais sans. Et en fait, effectivement, les soldats sont hantés par leur arme. Elle leur sert effectivement à se défendre, à tuer, mais après, ils la bichonnent. J'ai même eu un soldat qui lui avait donné un nom féminin. Il disait, ça y est, j'ai ma douchka, ou voilà. Il y a un rapport entre le soldat et l'arme qui est proprement pour moi incompréhensible. Je suis
fasciné par les guerriers, je suis fasciné par les épopées, je suis fasciné par l'histoire, mais les armes m'indiffèrent totalement. Vous vous sentez invincible par Pas du tout. non? Non, j'ai pas non, au contraire, je suis très humble. On peut pas aller sur des champs de invincible, il y a bataille. quand même... Non, mais quand je dis invincible, ça veut dire que vous êtes sans peur et sans reproche. Non, c'est-à-dire qu'il y a... Vous pensez que vous avez une étoile quand même. Ou un ange gardien. Vous n'avez jamais été blessé? Non, je n'ai jamais été blessé. J'ai eu des problèmes pulmonaires j'ai des poumons qui souffrent à cause d'un incendie en Californie que j'ai couvert avec les pompiers, un gigantesque incendie, et j'ai été intoxiqué. Et depuis, sur le coup, je me suis pas mal soigné. Aujourd'hui, j'ai un asthme tardif qui est probablement lié à ça. Mais bon, je veux pas demander... Théâtre d'opération très dangereux, la Californie. Mais les feux gigantesques... L'avenir de la Californie n'est pas garanti. Non, c'est un de mes grands dadas. Mais c'est un pays, moi je dis toujours, la Californie, c'est un pays où les ciels sont plus grands qu'ailleurs. Oui, c'est ça. Mais voilà. Et il y a des choses extraordinaires. C'est un pays promis à la GN, à mon avis. Moi j'adore. Je suis bon, bref. Alors, et particulièrement Los Angeles, que les Français détestent. Mais bon, et il y a un autre danger aussi, dire la vérité. Alors ça, c'est l'autre problème. Ça peut agacer certaines puissances. Et je vous réponds sur le côté... On peut vous éliminer, quoi. Peut-être, mais je vous réponds... En traversant la rue. Peut-être, je sais pas, mais je vous réponds sur le côté ce qu'on vit sur le terrain. On se met dans un... En fait, quand on arrive, il y a des différents sas pour arriver vers les lignes de front, et on se met dans un certain état d'esprit. C'est-à-dire qu'on adopte à la longue des réflexes et des comportements qui sont induits, c'est-à-dire que parfois notre corps nous dicte quand il faut courir. Je peux vous dire que vous n'êtes pas essoufflé et vous courez comme si vous battez des records. Quand il faut ne pas dormir, quand il faut ne pas manger. Je dis toujours d'ailleurs un des trucs que je dis en reportage quand je pars ou avec un jeune reporter, une jeune reporter avec qui j'étais notamment à course, et je lui disais, dès que tu as l'occasion de manger, tu manges. Parce qu'après, t'es jamais sûr de quand tu vas manger après. Y compris dans les transits, dans les vols d'avion, il peut y avoir un retard, un vol annulé, et paf, tu te retrouves dans un aéroport désert avec rien. Bah, le truc qu'il y avait à bord, rien que ça, bah, tu le rejoins dans l'estomac. Voilà, ça fait partie des... Voilà, ça c'est des trucs de base. Mais après... Mais tout ça, c'est la guerre que vous décrivez. Mais oui, complètement. Mais la guerre, en fait, c'est pas... Sans armes. C'est pas des types qui se tirent dessus. La guerre, c'est un état d'esprit. C'est un état. C'est-à-dire, la guerre, c'est quand vous arrivez sur un poste de commandement dans une zone où il y a eu des combats, et vous remarquez, vous voyez un cadavre. Et le type qui vous accueille passe à côté du cadavre et fait comme si c'était normal. Fait comme si ça n'existait pas. Pour garder sa salubrité mentale, on va relever les corps, mais quand on aura le temps. On passe. Et on fait en sorte, on va de recréer un cocon civil, un petit peu avec quelques photos, quelques trucs. Ça se voit dans les films, mais en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Avec la Légion, ça se passe, mais avec la Légion, il y a un côté. Je me souviens d'une journée où j'étais dans le véhicule, le type devant moi, l'officier devant moi, abat devant moi 2 combattants de l'EIGS. De combattants de Daesh dans le désert qui nous ont tiré dessus à la Kalachnikov avant, et donc les types sont en fuite, ils continuent à nous tirer dessus, il y a une cavale ça dure 1 heure, et on a voilà, et ensuite après les types meurent, enfin bref, c'est une séquence, on vit ça, et le soir le chef de corps est trop heureux de nous sortir une bouteille de rosé un peu chaude, il fait 50 degrés pendant la journée, servie par son aide de camp qui est un russe chauve, vous voyez la Légion quoi, et de nous mettre ça dans des verres pratiquement comme ça, la grande classe. Non mais pour montrer qu'il reste cette civilisation au milieu d'un truc d'une barbarie atroce. On a vu ces types mourir l'après-midi. Nous, on n'a pas l'habitude. Enfin, on voit, ça nous aussi, on commence à avoir l'habitude. Mais on a peut-être moins que le légionnaire qui vit là-dedans. Vous vous attendiez à vivre une vie pareille? Non. Non. Et je remercie d'ailleurs le destin, Dieu, ma famille aussi de m'avoir supporté. Alors, est-ce qu'on peut revenir à par image, parce qu'on a sauté bien des étapes. Je suis en train de trembler parce que il faudrait
Ouais. Il faudrait faire une autre conversation. Je ne sais pas si j'aurai assez de persuasion pour vous convaincre de Ouais, venir faudra poursuivre. peut-être, si, bien je sûr. ne sais pas, je vais Si, essayer d'être si. séduisant. Ouais. Mais je ne vous laisserai Déjà, pas. je vous ai dit pas mal de Je choses. ne vous laisserai pas. Oui, que vous ne dites pas habituellement. Donc ça me fait plaisir. Et puis on a envie de vous connaître parce que vraiment vous êtes en train de devenir une vedette et on comprend pourquoi. Alors, vous arrivez à Paris Match, vous allez avoir ce destin inattendu et qui vous plaît, auquel vous adhérez. Il n'y a pas chez vous de retenue. Ça, je suis content qu'on ait parlé de votre enfance parce que c'est explicable par l'atmosphère militaire. Bien sûr. Ça. Bon, comme quoi, hein, le militaire, ça a du bon. Bon, Ouais, bref. tout à fait. L'éducation. Tout à fait. Vous arrivez à Paris Match, 23, 24 ans, vous sortez de Sciences Po, un stage, le métier vous plaît, manifestement vous étiez fait pour ça. D'ailleurs, je ne vois pas ce que vous auriez pu faire d'autre, je ne vois pas ingénieur. Vous savez ce que disent les écrivains, j'écris parce que je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. C'est un peu ça. C'est devenu une forme de... Là, vous collez à votre métier, c'est la définition de la vie réussie d'ailleurs, d'une certaine façon. C'est un peu un monde à part aussi, Paris Match. C'est un monde à part, bien sûr. C'est Bien vraiment sûr, un c'est pas... Vous étiez où topographiquement d'ailleurs, le siège? C'était à Levallois-Perret. Ah oui, c'était à Paris, oui. Mais c'était, oui, c'est une institution, c'est l'album de famille des Français, c'est à la fois les princes et tout ça, et aussi le très proche. Enfin, il y a tout ça, et puis il y a l'entrée photo aussi, qui quand même aussi m'a pas mal façonné, parce que la façon d'écrire Paris Match, on écrit des scénarios. Vous prenez des photos? Bah oui, j'en fais avec mon iPhone, j'en publie aussi. Mais pas à l'époque. Non, à l'époque, j'accompagnais un photographe, je faisais le texte, et en fait, mais le texte, c'était vraiment de la caméra au point, c'est-à-dire, on nous apprenait à écrire, on commençait par nous casser notre style, on nous virait les relatives, les qui, le style en poulet, universitaire. Les adverbes inutiles, choc. La phrase, c'est on va faire maigre, voilà. On va peigner la page. Ça, c'était les expressions de je pense à Frédéric Musso en particulier, qui était un des lui, on avait fait 3 feuillets, on lui demandait, il disait, ouais, il va falloir qu'on réduise son papier sur 2. Et il me réduisait mon papier, je relisais mon papier, je ne voyais pas où il avait enlevé des trucs, quoi. C'est ça, C'était des orfèvres. C'était un réducteur en chef. Orfèvres, un réducteur en chef, c'est exactement ça. Et moi, je bénis... ça vous a incité à écrire, ça? Ça vous a incité à écrire, parce que bien sûr. Vous avez publié beaucoup, on ne peut pas parler de tous vos livres, il faut que nos téléspectateurs les regardent. Non, mais j'ai écrit beaucoup, je suis devenu... Et vous avez un style, en effet, assez nerveux, très économique, très économe de vos... Très économe de mots. Oui. Je fais confiance à mon lecteur, je pratique l'écriture en creux. Vous y allez, ça avance. Voilà, le fait que, et avec, voilà, on revient à la base, sujet, verbe, complément, quoi. Vous avez le temps d'écrire quand, d'ailleurs? J'écris la nuit, je suis assez insomniaque, j'écris surtout vite. vous avez une très bonne santé, parce qu'il faut tout faire, c'est pas comment vous faites. Vous avez des enfants aussi, on dit ça en passant, vous en avez parlé tout à l'heure. Alors, vous progressez à Paris Match, et un beau jour, on vous envoie, parce que toute cette période m'attire beaucoup, et je pense qu'il y a beaucoup à en dire, aux États-Unis. Oui. Ça, c'est un gros cadeau qu'on vous fait. Totalement. Parce que pour connaître la suite des choses, il faut commencer par le cœur du système, hélas, impérial, c'est-à-dire les États-Unis. Vous vous installez où à ce moment-là? New York. À New York. Ouais. Début des années 2000? 2003. Juillet 2003. Très bien. Juste après le début de la guerre en Irak. Et juste après, oui, le 11 septembre. Qui va façonner ma vie, parce que le 11 septembre a changé mon existence. Si je suis aujourd'hui avec ces carnets là de reportages qui pour la plupart concernent des conflits, c'est les guerres américaines que j'ai couvertes. Ah oui, parce que vous m'avez dit un jour, ce qui a changé ma vie, mais c'est pas l'installation à New York de 2003. Non, c'est le 11 septembre. 10 ans plus tôt, même encore 10 ans plus tôt, les premières guerres. Alors non, ces guerres-là, elles n'ont pas changé ma vie. Elles sont d'une génération de reporters. Irak. Ah non, mais l'Irak, la première guerre du Golfe, ça vous a bouleversé. Oui. Mais c'est pas moi. Non, ce qui m'a bouleversé, c'est le 11 septembre. J'étais trop jeune. J'admirais les reporters qui couvraient ça. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque photographe, chaque génération, notamment de photographes, je pense à ça en particulier, mais aussi c'est valable pour les reporters, a une carrière où les générations de photographes sont marquées par les guerres. Vous avez la génération Capa, avec la guerre d'Espagne, guerre d'Ataro, Capa, le débarquement, le début, la genèse du photojournalisme. Et puis ensuite, vous avez des périodes où ils
se passe quasiment rien. La guerre de Corée, où tout est militarisé, c'est très censure, mais c'était déjà la censure à l'époque de Capa. Il y avait un bureau de la censure. Moi, j'avais vu une expo à New York, des photos de Capa censurées, où on voyait des soldats américains roués de coups en allemand, enfin des choses comme ça. Et donc il y a marqué censuré, voilà. Et donc ça passait par là. Et puis la plupart des reporters et des photographes présents sur le champ de bataille au moment du débarquement étaient des photographes de l'armée, comme en 14-18, et il fallait amplifier, embellir tout ça, etc. Donc l'intention était de montrer, ça faisait partie de la propagande, c'était sans aucun souci. Le photojournalisme ensuite a évolué. Ensuite vous avez la génération Vietnam, ce qu'on appelle l'âge d'or du photojournalisme. Pourquoi ? Parce que là les unités américaines accordaient de façon absolument incroyable des accès aux photographes. Et donc il y a eu des photos absolument incroyables où les photographes pouvaient vraiment accompagner... Ça avait déjà fait le bonheur de Paris Match. Ça. Bien sûr. Oui. Et le Vietnam est aussi une des raisons, cet accès des photographes est une des raisons de la perte de la guerre des Américains. Les Américains perdent la guerre parce que le mouvement pacifiste se nourrissait des photos. Il y a quelques clichés, notamment la petite... Ils ne peuvent pas s'empêcher de marcher à coups d'image. Ça leur coûte cher. La petite gamine nue sur une route de Kim Hoot, qui est photographe d'AP, c'est une photo qui a fait plus pour la paix que n'importe quelle image. Ensuite, c'est tout le monde. Voilà, vous avez des images comme ça, et puis après, vous avez d'autres générations Balkans, avec les guerres de Yougoslavie, Tchétchénie, tout ça est un peu mélangé jusqu'aux années 80, jusqu'aux années 2000. Et puis là, il ne se passe plus rien. Et le Golfe aussi. Oui, mais là, c'était beaucoup plus contrôlé. Il n'y avait rien, à cause du Vietnam. Oui, ils n'avaient pas refait l'erreur du Vietnam. Le Golfe, c'était verrouillé. Sur écran. Oui. Et regardez, et voilà. Et on vous donnait les images qu'on voulait vous donner. Oui. Voilà, avec mais vous admettez que c'est cette guerre du Golfe 91 qui fait basculer le monde d'une période à une autre. C'est-à-dire que ça le fait, si vous voulez, au niveau de Ben Laden. Ben Laden change son djihad. Au lieu de l'axer contre les Russes, il l'axe à ce moment-là contre les Américains. Pour des raisons qu'on n'a absolument pas vues d'ailleurs. Ben Laden devient hostile aux États-Unis parce que les États-Unis foulent avec leurs soldats mécréants la terre des deux mosquées, l'Arabie Saoudite. Et du coup, le gouvernement saoudien devient complice pour Ben Laden des États-Unis. Et on ne comprend pas... Après avoir été leur agent. Bien sûr. Et on ne comprend pas pourquoi, tout à coup, Al-Qaïda cible les ambassades de Nairobi et de Dar es-Salaam américaines, l'attaque de l'USS Cole, tout ça, on découvre que Al-Qaïda se retourne contre les États-Unis. Ça, effectivement, c'est un changement d'époque. Mais pour moi, le grand changement, c'est les tours qui tombent à New York. Je regarde ça, je suis à la rédaction de Paris Match, je ne sais pas encore que c'est ça qui va changer ma vie. C'est Ben Laden, ça. C'est Ben Laden. Mais Ben Laden, je vais vous raconter une anecdote après. Et donc, on est sûr que c'est Ben Laden. Oui, je sais, il y a des théories, mais moi personnellement, j'y crois. Il en a parlé. Cheikh Khalid Mohammed, qui est quand même le mastermind des attentats, fait partie de la galaxie Al-Qaïda. C'est la réunion de Kuala Lumpur. Ensuite, le recrutement, il se fait en Afghanistan, dans les camps de Ben Laden à Kandahar. C'est là où sont recrutés la plupart des kamikazes. Il y a assez peu de doutes. Alors, maintenant qu'il n'ait pas dit « oui, coucou, c'est moi », peut-être, ou qu'il ait laissé planer un doute, je n'en sais rien. Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est la même matrice. Une matrice qui va utiliser justement un point faible de l'Occident et qui va tout à coup changer les choses. Bon. Vous arrivez à New York, donc mais attendez, c'est pas tout à fait ce qui se passe. C'est que avant, la personne, le correspondant de New York doit partir, et la personne qui doit le remplacer est une personne qui a un pédigré plus journaliste de culture. Vous savez, avant, on était dans l'ambiance Sex and the City, les films américains, la fin des années Clinton, les scandales sexuels de Clinton, le début des années Bush. La vie new-yorkaise. En fait, l'Amérique est plutôt un truc soft, tout se passe bien, il y a quasiment plus de guerre au moment il y a quasiment plus de guerre, à part dans quelques pays obscurs et très lointains, et il va se produire ce truc... C'est les dividendes de la paix. Vous vous souvenez de ce qu'on disait dans les années 90, après l'effondrement du mur de Berlin? Oui.
et puis la fin de l'Empire soviétique, Ouais. on disait plus jamais la guerre. Voilà, la guerre, c'est Fukuyama et tout le baratin. Oui, la fin de l'histoire et tout ça. La fin de l'histoire et la guerre, la démocratie va s'installer partout et donc la guerre va disparaître de l'histoire. Vous vous souvenez de ce baratin? Bien sûr, bien sûr. Alors donc, votre prédécesseur était très Alors, culture. il devait partir. On doit le remplacer par une femme qui s'occupe de culture, d'art, de showbiz, etc., etc. Donc, qui est plus voilà. Et à ce moment-là, Alain Genestar, directeur de Paris Match, vient me voir. Il entre dans mon bureau. Je venais de faire quelques sujets faits divers. J'avais travaillé sur l'ordre du temple solaire. J'avais fait un sujet sur immersif à la maison d'arrêt de Nanterre. Donc j'avais passé quasiment un mois avec des détenus pour raconter la vie d'une prison en France. Ça avait fait 10 pages dans Match et voilà. Il avait compris que j'avais un peu un sens de baroudeur. Voilà. Et il vient me voir et il me dit je voudrais que tu réfléchis, je voudrais t'envoyer à New York, je voudrais que tu sois le correspondant de Paris Match à New York, parce que j'ai besoin d'avoir... Pas pour le versant culturel, justement. Non, il me dit l'Amérique va se durcir, l'époque a changé, donc il avait eu le nez creux, et il me dit, j'ai besoin d'avoir quelqu'un là-bas qui sait quoi faire s'il se prend une tour sur la gueule. Voilà. Les mots qu'il m'a dit. Ça a duré quand même 1 an et demi avant que j'y aille, parce que vous savez, à Paris Match, si on prenait pas les choses en main... En fait, c'est un journal qui est extraordinaire, parce qu'en fait, c'est un journal où on peut être ce qu'on veut être. C'est-à-dire, c'est un journal qui n'a jamais... j'ai des tas d'amis dans les médias qui ont des carrières de journalistes économiques, qui sont spécialistes du CAC 40, qui sont spécialistes de tel endroit, etc. À Match, on pouvait tout faire. Moi, je me souviens d'être revenu d'Irak, parce que j'avais une fois aux États-Unis, j'ai réussi à convaincre Genestar qu'il fallait que j'aille en Irak. Parce que, comme c'était la grosse histoire américaine, à force de faire des enterrements, des histoires de soldats blessés, des hôpitaux, des trucs de l'arrière, je me suis dit, mais je peux pas ne pas aller en Irak. Donc il me fait confiance et je repars en Irak. Et c'est comme ça que j'ai commencé le journalisme de guerre. C'est grâce aux États-Unis ou à cause, parce qu'ensuite après il y a eu l'Afghanistan, etc. Et puis ensuite après j'ai fait autre chose. Mais j'ai commencé grâce à eux et on est dans un moment où voilà, c'est lui qui me fait confiance et ça change tout. Et qui vous envoie à New York. Voilà. Et on est on n'est plus dans la même époque. Et moi, je vais être là et je vais écrire cette histoire. C'est ça qui m'a paru parler de Rumsfeld tout à l'heure. En 2003, novembre 2003, être dans le bureau de Rumsfeld au moment où l'insurrection irakienne monte, les nouvelles des soldats morts qui commencent à s'accumuler, et on est au Pentagone. Oui, et alors, ça, là, vous commencez incroyable. Une galerie de ça, c'était mon premier gros interview. Vous avez pris votre mission aux États-Unis comme devant mettre à jour le fond et le tréfonds des grands acteurs, c'est-à-dire des présidents, du directeur de la CIA, de ce fameux Rumsfeld. Je voudrais que vous nous disiez deux mots. J'ai toujours pris pour un maboule, moi. Un dingue de la guerre, un va-t-en-guerre invétéré. Il a été militaire, mais si vous voulez, c'est plus le mélange, ça c'est particulier américain. C'est secrétaire d'État à la défense de Bush, il faut dire. Rumsfeld a connu comme Dick Cheney plusieurs passages dans le privé. Oui. Et ça, c'est très américain. Le type de la Das Reich, il n'a pas tellement connu. Non, je caricature un peu. Mais c'est pas Patton non plus, Rumsfeld. Oui. Non, c'est plus un stratège avec des visées économico-politiques et une vision assez simplifiée de l'humanité. Oui, c'est ça. Comme Dick Cheney. Et surtout une opportunité. C'est-à-dire l'opportunité de transformer l'armée américaine en un grand monolithe et d'en faire un business, en fait. Donc ça, c'est une donne très très importante. Mais avec un côté aussi très hermétique. Je me souviens d'une anecdote à propos de Rumsfeld en lien avec ce sujet, c'est que la double d'ouverture, il est debout. Il est debout dans son bureau, il y a un type avec une sacoche à côté, un militaire qui arrive, et il est en train de travailler, on le sent très concentré sur un texte. Il est debout. Et en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'époque,
le grand reproche, ça commençait à sortir qu'on faisait à Rumsfeld, c'est d'avoir autorisé les interrogatoires de la CIA, le waterboarding, c'est-à-dire d'avoir, au nom du Patriot Act et d'autres préceptes, créé Guantanamo, une sorte de prison extraterritoriale sur laquelle l'habeas corpus ne s'applique pas, où on peut détenir des individus. Je me souviens que je lui avais posé la question, je lui ai dit, mais vous les détenez sans limite. Or, le prisonnier, ce qui lui permet de tenir, c'est de savoir qu'il a 1 an encore à faire. Et il dit, oui, mais quand vous avez quelqu'un qui vous vole votre moto, vous avez envie que cette personne disparaisse de la rue. Voilà ce qu'il m'avait dit. Donc en fait, sa vision, elle était là. Et pour revenir sur les détenus, et par rapport à cette position debout, on lui avait dit, vous forcez les détenus à se maintenir dans une position extrêmement inconfortable, c'est-à-dire à baisser la tête et à être debout pendant des heures. Et c'était Victoria Clark, je me souviens, qui était une de ses assistantes, une des secrétaires générales du Pentagone. Enfin, elle avait un titre, elle avait un rôle quand même assez important. Et elle avait osé dire, et Rumsfeld lui avait dit, oui, mais regardez-moi, je travaille bien debout. Et elle avait osé lui répondre, monsieur le secrétaire, vous travaillez bien debout parce que vous le voulez. Eux ne le veulent pas. Et là, Rumsfeld en avait pris une petite claque, mais c'était extrêmement rare. Et ce qui était intéressant aussi avec Rumsfeld, c'est qu'il avait une façon de traiter ses collaborateurs à travers ce qu'il appelait des boules de neige, snowflakes, enfin des flocons de neige. Il envoyait des petits mémos comme ça, qui balançait en posant des questions sur la conduite des opérations. Et je me souviens qu'il avait des moments de clairvoyance où il disait « Est-ce qu'on est sûr qu'en tuant un terroriste de la façon où on le fait » Terroriste, ça voulait dire un mec de l'insurrection. N'importe quel résistant irakien à l'ordre américain était considéré comme un terroriste. Ou ailleurs. Voilà. C'est vrai. Et maintenant, il y a des terroristes qui sont considérés, vous savez, on en voit maintenant en Syrie qui finalement tout à coup, terroristes. on est content de ne pas les avoir zigouillés. Ouais, on les a pas zigouillés, ils nous servent, voilà. Celui-là dont on parle, là, le Jolani, a passé quand même 5 ans dans une prison sous administration américaine. Jolani, l'actuel homme fort de la Syrie, depuis voilà. quelques jours. Oui. Et donc, mais pour revenir à ça, c'était vraiment une période où, et Rumsfeld dit, est-ce qu'on est sûr qu'en tuant un terroriste, on n'en crée pas 10 ? Ben là, il a le cœur du problème. Il a le cœur du caractère insoluble de l'occupation d'un pays qui est valable depuis la résistance en France. Quand l'armée allemande dans cette logique, il faut s'arrêter. C'est ce que disait De Gaulle, d'ailleurs. Il faut être plus intelligent. Le terrorisme crée le terrorisme. Et ça veut dire qu'il faut peut-être faire de la contre-insurrection, ce qu'a proposé plus tard le général Petraeus, avec qui aussi j'ai eu des très bons... Alors on va venir à Petraeus, restons sur Rumsfeld. Là, on a plus oui, je sais très bien, vous m'angoissez là. Mais je reste sur Rumsfeld, vous avez dit une phrase. Il a une vision simpliste du monde. Quelle est-elle ? Vous avez passé des heures avec lui, je ne sais pas comment vous avez fait, mais parfait. C'est quoi sa vision ? Quelle est sa vision ? Le bien et le mal, il m'avait montré une carte de la Corée, une carte prise pendant la nuit. Et effectivement, on voyait la Corée du Sud rayonnante d'électricité et la Corée du Nord totalement... Voilà. Oui. Il m'avait dit, c'est ça la liberté. Il y a des choses qui marchent. Je lui ai dit, non, c'est l'électricité. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est pareil. C'est bien plus que l'électricité. Voilà, c'était... Quand je dis une vision simpliste... On dirait Lénine, vous savez, on dirait Lénine. Ouais, Non, Lénine avait cette phrase extraordinaire que j'adore, moi, c'est « les faits sont têtus ». Oui, quand il rendait compte que bon, ça rentrait pas dans l'idéologie. Mais Rumsfeld, c'était plutôt un manichéisme exacerbé, avec le bien, eux, nous, et le mal, les autres. Quoi. Les ténèbres. Ce que disait Bush, ça, c'était en total raccord avec ce que disait Bush. You're either for us or against us. Ouais. Vous êtes soit pour nous, soit avec contre nous. Avec cette image de la lumière. Ils aiment la lumière. Adressé à Chirac et à Villepin, qui notamment n'avaient pas soutenu dans ce grand acte, on va dire, de progressisme. Non, que je qualifierais moi plutôt de grand acte, dernier acte de la diplomatie et de la France dans la diplomatie mondiale. Depuis, il y a eu quoi ? Rien. Donc voilà. On ferme. Alors, je voudrais justement qu'on parle de la politique de la France, je voudrais qu'on revienne aux États-Unis, je voudrais que vous nous parliez de Petraeus, patron de la CIA, de votre séjour aux États-Unis. Vous n'avez pas fait que des questions militaires, mais qui sont pour autant très intéressantes.
parler de la Californie. J'aimerais que l'on parle des gens, des puissants que vous avez interrogés, Bush et Obama. Obama reste un mystère, vous avez beaucoup de choses à nous dire sur Obama, en liaison notamment avec sa politique au Proche-Orient. Beaucoup de choses à nous dire sur la Russie, vous vous êtes beaucoup exprimé, mais je ne vous tiens pas quitte pour autant, parce que j'ai des choses à... Il va falloir que je revienne si vous voulez que je dise tout ça. Et voilà, là je vous accule, je vous accule à, Mais je veux bien une vous répondre. seconde conversation. En un mot pour conclure, puisque tout de même c'est l'actualité, comment... non, nous sommes le 12 décembre, donc on ne peut pas y voir très clair à Damas. Est-ce qu'on peut dire que la Turquie vient de marquer un grand point, Israël aussi. D'ailleurs, finalement, les deux fronts entre ces deux empires, puisqu'Israël devient un empire, maintenant c'est plus Israël, c'est le grand Israël sous Netanyahou, est-ce que Damas devient la zone de fracture, avec peut-être au nord un troisième empire? Est-ce que ce cercle-là dont je parlais au début, qui va de Kiev à Gaza, n'est pas le lieu de confrontation, à partir d'aujourd'hui, c'est assez clair, entre trois empires? Et comment, je vous pose la question, pas pour que vous me répondiez maintenant, comment les choses peuvent évoluer? En tous les cas, à Damas, que se passe-t-il aujourd'hui? Est-ce que oui ou non, on a une chance, moi je ne crois pas du tout, mais c'est tout à fait possible, d'obtenir un islam modéré? On rit toujours quand on parle de ça. Il y a quand même une église qui a été incendiée avant-hier à Hama. Les cloches cessent de sonner dans plusieurs villes. Les magistrates syriennes sont dessaisies de tout dossier, et donc plus de femmes dans la fonction publique à terme. Il y a un irénisme de la presse française qui prétend que voilà, Assad est tombé et que ça va aller mieux. Que dites-vous à ça? Là encore, un irénisme, vous avez raison, qui veut que la chute d'un dictateur soit nécessairement suivie par quelque chose de meilleur. Or, les exemples s'accumulent et ils sont légions autour de nous et dans l'histoire très proche, que ce soit Kadhafi avec non seulement la désagrégation. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on parle de la Syrie aujourd'hui, le risque d'un scénario à la libyenne. Donc on a la référence déjà d'un truc qu'on a fait qui a été complètement fracassé et qui reste un chaos et qui reste un tas de cailloux. Avec en plus pour la Libye la conséquence pour le Sahel, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu les opérations Barkhane, la présence des Français, ces 8 années d'occupation, en tout cas le fameux djihadisme dans le Sahel, s'il n'y avait pas eu au départ l'antériorité des... Si on n'avait pas bousillé Kadhafi, qui était très utile. Et les arsenaux de Kadhafi aussi. Qui ont, il y a une autre logique. Alors, est-ce qu'il fait bon d'être voisin d'Israël aussi? C'est ça. Le plan, c'est la destruction de tous les pays qui entourent Israël. En tout cas, peut-être d'Israël sous Netanyahou, parce que je ne suis pas si certain que tous les Israéliens convergent vers cette idée. Pour conclure, je pense que, oui, aujourd'hui, Damas... je dirais pas que Damas est le centre du monde, mais le centre des interrogations, on va dire. Je ne suis pas sûr que la gestion, y compris pour Israël et pour la Turquie, de cette Syrie... Parce que moi j'ai connu, parler des islamistes modérés, j'ai connu le retour des talibans en Afghanistan. Les talibans, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils avaient pris des commandants dans la périphérie de Kaboul, des types de la province du Wardak, des types des provinces autour, également des Kabouliotes, ayant eu un certain niveau d'éducation, tenant bien leurs hommes, pour faire patte blanche et montrer qu'ils avaient changé à Kaboul, en écartant tous les durs, les religieux de Kandahar, qui voulaient revenir sur la capitale aussi, mais les talibans ont fait le choix de la communication, en fait. Et donc on a dit, oui, oui, ça se passe plutôt pas mal, oui, ils sont gentils, oui, bon, il y a quelques manifestations de femmes, bon, ils sont un peu excités autour, mais finalement, les femmes arrivent à manifester. Ça va se tasser. Voilà, et aujourd'hui, les femmes ne peuvent plus écouter de la musique, ni même parler entre elles. Donc, je me méfie, moi, toujours, dès qu'on met le nez dans le djihadisme, dès qu'on met le nez dans le religieux, en général, c'est jamais bon, et malheureusement, les Américains ne font que ça depuis la fameuse invasion de l'URSS, de l'Afghanistan, où là aussi, ils ont commencé à jouer avec le feu.
Moi, j'avais rencontré Michael Scheuer, qui était le Ça, chef. c'est 79. Hein. Ouais, chef de la CIA à Peshawar, qui me disait, quand il me dit devant moi, when we were arming the Mujahideen, quand nous donnions des armes aux Mujahideen, et après il rajoute, il me dit, nous en donnions aussi à Ben Laden. Vous avez le type de la CIA qui vous dit ça. C'est autre chose que de dire la CIA a aidé. C'est le gars qui faisait ça. Donc, moi, j'ai été témoin de ça. Je suis allé le retrouver dans une petite maison de la banlieue d'une banlieue de Virginie, un truc à l'américaine. Et il me racontait sa guerre, il me racontait ce qu'il avait fait. À partir de ce moment-là, on a la mauvaise graine talibane. Parce que même si les talibans n'arrivent pas tout de suite, le chaos issu du religieux, il va venir comme ça, jusqu'à ce paradoxe incroyable. C'est-à-dire que les mines données à la CIA à l'époque aux Moudjahidines ont resservi pour estropier des soldats américains entre 2000 et le départ d'Afghanistan. Les mêmes mines de fabrication italienne. Vous voyez un peu l'absurdité du truc. Mais c'est pas grave, on recommence à chaque fois la même erreur. On dégomme Saddam et on a Daesh au final. On dégomme Kadhafi et on a le chaos. Quelque part sur l'Iran, on dégomme le Shah. On va avoir Khomeini, ce grand démocrate, Dixit le journal du Monde, Le Monde à l'époque. À l'époque, oui. Et on a chaque le régime, fois, on se félicite. Et on a le régime. Et ça recommence à Damas. Et là, pourquoi voulez-vous qu'aujourd'hui les choses soient différentes ? Pourquoi voulez-vous que Jolani, dont j'observe tous les soirs un peu les diverses déclarations, bon, il y a le ministre de la Justice qui dit, oui, il commence par dire, on va pas mettre de magistrate. Et là, il y a un écueil, permettez-moi, parce que je vous racontais les dessous de la réinstallation des talibans à Kaboul. Là, je vais vous raconter la vraie société syrienne. En dehors, effectivement, de ces djihadistes barbus qu'on voit beaucoup s'exprimer aujourd'hui, la mosaïque syrienne, elle existe, l'unité de la Syrie, elle a existé, la laïcité, elle a existé, qui était la condition stricte de la laïcité, c'est-à-dire la coexistence de groupes ethno-religieux avec des rapports de dominance. Mais qui était dans les gènes des Alaouites, c'est-à-dire des Assad. Pas que des Alaouites, les chrétiens aussi. Oui, les chrétiens aussi. Si vous voulez, vous avez une particularité qui fait que, par exemple, en Syrie, vous ne demandez pas à quelqu'un dans la rue quelle est sa confession. Ouais. Vous dites pas, t'es sunnite ou chiite ? Ça ne se dit pas. La personne, même chiite, même sunnite, qui sont la majorité de la population, va vous regarder en disant, mais je suis syrien. Et ça, hier, des chrétiens ont été questionnés. C'était pareil à Bagdad. Dans le centre-ville. Oui, mais la Syrie encore plus. Et donc là, je crois que la patte Jolani, elle risque peut-être de trouver son écueil plus profondément. Aujourd'hui, on est dans un phénomène de libération absolue. 60 ans de dictature, effectivement des atrocités commises, des gens qui sont retrouvés en famille, en prison, enfin des trucs abominables, oui. Mais la patte va revenir. Et on se libère de ça. Mais si le Jolani en question reste sur sa charia, son application et son machin... C'est un dirigeant de Daesh, quand bien même. Sûr, bien sûr. C'est son logiciel. De Daesh, d'Al-Qaïda en Irak. Enfin bref, il a tout un pédigré. Il est aussi médaillé dans le djihad le plus radical qu'un maréchal soviétique avec ses médailles. C'est quand même un grand vétéran du djihad. Et donc, mais si il ne s'accommode pas d'autre chose, non seulement il y a des groupes plus radicaux derrière, mais en plus aussi il va se heurter à la réalité de cette société syrienne qui va tout à coup se réveiller et se dire non, c'est pas possible. Alors en un mot, dans quelques jours, on célèbre comme chaque année en Syrie depuis toujours. Est-ce qu'on va célébrer Noël ? Vous savez, ce qui m'avait surpris à Damas il y a quelques années, j'y étais au moment de Noël, et il y avait en ville... de façon étonnante, d'hôtel en hôtel, dans les centres, dans les squares, des chorales de Noël qui se baladaient. Il n'y en a même pas chez nous, des chorales de Noël d'enfants. J'ai vu ça en Égypte, j'ai vécu aussi. Les Égyptiens, tous musulmans qui j'ai vu ça à Bamako. Célèbre Noël. À Bamako, où 90% des Maliens sont musulmans, mais ils aiment bien la joie de Noël. Et avec les cantiques dans mon hôtel, etc. Et c'est pas garanti à l'avenir pour. Je suis pas sûr qu'il y aura les chorales cette année. Bon. Alors, écoutez, je voudrais vous parler de 1000 choses, de Lavrov par exemple, qui est un personnage qui me fascine. Mais il faut qu'on fasse. Il y en a 50. Je ne vous dis pas merci pour tout ce que vous nous avez dit. Vous êtes coincé, vous avez accepté de revenir. Et donc je vous dis un très profond, un très grand merci, très admiratif.
non seulement pour ce que vous nous avez dit, mais pour ce que vous nous direz la prochaine fois. Pour ce que je ne vous ai pas dit encore. Et ce que vous n'avez pas dit. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Merci, Paul-Marie, merci beaucoup.